Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai un nouvel ordinateur, un nouveau Mac, qui fait que normalement, la caméra est de meilleure qualité. Donc, je ne suis pas mécontent de cela. Alors, bienvenue effectivement à tous et à toutes. J'ai le live qui s'est lancé sur la chaîne YouTube, puisqu'effectivement, on est en live sur Twitter, sur Twitch et sur YouTube, comme chaque mardi, chaque mercredi, chaque vendredi matin pour GM Web3, pour revenir sur l'actualité crypto, blockchain, mais aussi économique et parfois politique. Et exceptionnellement aujourd'hui, mon invité va m'accompagner pendant une bonne partie de l'émission et notamment pour la revue de presse. Donc, je suis très content. Et on va donc recevoir Thibaut Boutroux de Meria. Salut Thibaut, comment vas-tu? Et Jérém, bonjour à tous. Écoute, ça va très bien. On est dans une période où globalement, ça va plutôt bien pour l'écosystème crypto. Complètement, non. C'est vrai que là, ces derniers temps, GM Web3 est assez bullish. On avait l'habitude de raconter des news pas super intéressantes et bullish. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, ça s'accumule. Alors attends, parce qu'il faut que j'en profite pour essayer de connecter mes écouteurs. Ça dépend. Tu m'entends bien ou pas? Parce que ça se trouve, j'ai même pas besoin. Moi, je t'entends nickel. Ok, super. Ouais, je viens d'acheter un nouveau Mac, donc je crois que tout va mieux. La cam, le son, tout est de meilleure qualité. Avant, c'était un peu pas ouf. Bien, alors avant de commencer, d'abord, on va remercier le partenaire de cette émission, l'école blockchain à Lyra, qui est la première école blockchain de France depuis 2019, qui propose des formations de consultants, de développeurs, de finances décentralisées, de tokenomics, d'intelligence artificielle, d'études de projets Web3. Enfin bref, ils ont eu un panel très important de formations. La plupart sont certifiées par l'État et donc elles sont éligibles à toutes les offres possibles et imaginables, CPF, région, Pôle emploi, etc. Et donc en général, elles ne vous coûtent pas grand-chose. Moi, j'ai fait la formation consultant blockchain il y a 1 an maintenant. Elle m'avait à l'époque coûté 0. J'en ai bien profité et aujourd'hui, elle vous offre 100 € de remise sur l'ensemble de cette formation. Donc pour ça, c'est très simple. Il vous suffit simplement de prendre rendez-vous grâce au lien que je vous mets dans les commentaires, dans le chat, mais également évidemment en description de la vidéo sur YouTube. Et si vous écoutez le replay en podcast audio, le lien sera également dans le commentaire du podcast. Alors, je vous présente un petit peu le programme d'aujourd'hui. Donc, d'abord, on va faire, comme d'habitude, la revue de presse crypto. Je vous ai préparé pas mal de news qu'on va analyser avec Thibaut. Ensuite, on fera l'interview de Thibaut, donc Thibaut Boutroux de Meria. Alors, tout à l'heure, on le présentera un petit peu plus, bien sûr, mais bon, certains d'entre vous, je pense, le connaissent déjà. Et puis, à 11h30, pardon, je recevrai Martino Bettucci, j'adore son nom, qui a organisé ce week-end le salon IA Web3, comme son nom l'indique, un salon voilà, dédié à l'intelligence artificielle et au Web3. Donc ça va être là aussi assez intéressant d'avoir son retour d'expérience sur cette 2e édition, puisqu'il avait déjà organisé le même événement l'année dernière. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas, c'est très important de reposter le lien du Twitter Space, de vous abonner à notre chaîne Twitch si vous regardez sur Twitch, également de vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche si vous ne l'avez pas encore fait. Et si, encore une fois, vous écoutez le replay en podcast audio, n'oubliez pas de vous abonner et de noter le podcast. Ça coûte pas grand-chose, mais pour nous, ça nous apporte beaucoup en termes de référencement. Alors, Thibaut, est-ce que tu es prêt pour commencer cette actu crypto avec moi? Je suis prêt. Je partage le lien sur Twitter et je suis avec toi. C'est parti. Alors, donc j'ai préparé quelques petites news. Alors, je vais partager mon écran. Alors, comme j'ai un nouveau Mac, il faut que je vérifie. Alors ça, je m'en fous. Refuser. OK. Fenêtre. Ah, putain. Je crois que je vais pas pouvoir. Si, je vais pouvoir. Attends, parce qu'il faut que je mette... Parce que toutes les autorisations sont pas... Ah non. Malheureusement, il faudrait que je quitte mon navigateur pour pouvoir le faire. Alors malheureusement, je ne pourrais pas vous partager les articles cette fois-ci. Voilà. Désolé. Mais c'est pas grave. On va quand même pouvoir les analyser ensemble. Alors d'abord, première grosse news, c'est l'achat de MicroStrategy de 4,6 milliards de dollars de Bitcoin.
ce qui fait que désormais, il en détient 331 200. Voilà. Et en fait, c'est huge parce qu'on pourrait dire qu'il en achète tout le temps, donc c'est juste une fois de plus. Et en fait, quand on regarde l'historique de ses achats, c'est simple, il en achète en moyenne tous les 3 mois et à chaque fois pour des sommes folles. Mais là, effectivement, un achat de ce niveau-là, c'est quand même pas rien. J'ajoute à cette information qu'il a annoncé auprès de ses actionnaires une levée de fonds de 1,75 milliard de dollars via des obligations convertibles pour financer d'éventuels Bitcoin supplémentaires. Donc voilà, donc là pour le coup, le gars, on voit qu'il achète tout le temps, extrêmement régulièrement et surtout à tous les prix. Hein, le mec, c'est pas un trader, c'est juste un accumulateur de pièces. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses, toi, Thibaut, de cette stratégie financière qui date maintenant, je crois, depuis 2022 hein? Ouais, j'ai l'impression qu'en tout cas, elle est de moins en moins risquée, même si ça devient forcément de plus en plus compliqué parce que forcément les montants sont pas les mêmes. Mais il est en train de gagner le pari qui était quand même assez audacieux au départ, hein, le pari qui prend, qui était pas évident. Je suis curieux de voir la forme que ça va prendre derrière. Je suis curieux de voir c'est quoi qu'il a en tête, lui, pour la suite. Alors, il a déjà parlé qu'il aimerait potentiellement une banque crypto. À quoi ça va ressembler pour délivrer quoi comme service exactement? Euh, assez difficile à lire. Je suis curieux de savoir s'il va rester focus Bitcoin ou si à un moment donné, il va se diversifier. Il y a des gens qui prennent aussi ce pari-là. J'ai en tête, je crois que c'est High Stake Capital, je pense que tu vois c'est qui avait fait une interview où il disait que lui, son pari, c'était qu'à un moment donné, il allait diversifier, il allait annoncer mettre de l'Ether un peu dans son portefeuille, ce qui serait aussi une annonce assez incroyable. Alors en l'état, je pense que c'est un peu tôt, mais en tout cas, assez intéressant. Et surtout, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que la stratégie qu'il a adoptée, lui, est en train de contaminer un petit peu d'autres gens, entre guillemets. Et son pari, il y en a beaucoup qui le regardent attentivement et qui se disent, ouais, c'est peut-être pas con finalement d'avoir un peu de Bitcoin dans sa trésorerie. Et nous, on le voit en plus, de plus en plus de pros qui le font, avec en plus les institutionnels qui sont là maintenant, les différents nouveaux supports qui permettent de s'indexer à Bitcoin. Bah, tout ça permet d'alimenter aussi la narrative autour de avoir du Bitcoin dans sa trésorerie, c'est pas forcément con. Donc au-delà de ça, ça sert beaucoup la démocratisation à ce niveau-là. Donc non, Ouais. franchement, chapeau pour le pari Ouais, et dans la suite. Ouais. on avait à l'époque, quand on avait une boîte, genre, bon, évidemment, typiquement Tesla, mais pas seulement, à chaque fois qu'il y avait un achat massif de Bitcoin par une entreprise ou par un institutionnel, en fait, on avait l'impression qu'on avait atteint un top. Tu vois, on se disait, OK, si lui, il achète, à mon avis, c'est qu'il FOMO, donc c'est là où effectivement il faut faire attention. Mais c'est vrai qu'en trame de fond, on a MicroStrategy qui, en fait, à chaque fois qu'il achète, ne fait quasiment même plus réagir le marché. Mais par contre, ça instaure effectivement une confiance à moyen long terme sur le Bitcoin. Et puis surtout, ça donne, je trouve, enfin, moi j'aime bien l'idée que ça peut inspirer donc des particuliers, des entrepreneurs, des institutionnels à investir dans le Bitcoin, mais pas pour des raisons spéculatives, mais Ouais, clairement tout pour à des fait. raisons de réserve de valeur. Et en fait, on se dit que si le gars, il investit autant d'argent de son entreprise, et en plus, le cours de l'action qui a la semaine dernière tapé un ATH jamais vu depuis 20 ans, donc en plus, ça assure la santé économique de l'entreprise, ça donne effectivement le sentiment que Bitcoin, c'est pas juste un actif qu'on achète pour revendre, mais c'est en fait simplement un actif qu'on achète pour consolider peut-être son entreprise ou diversifier sa trésorerie, peu importe la stratégie. Mais ce qui est intéressant aussi dans sa stratégie à lui par rapport à d'autres, effectivement, comme Tesla ou autres, où on a pu voir un coup des petites annonces éphémères où ils annonçaient une grosse partie, puis après, plus tard, ils rendaient, etc. C'est que lui, il a une stratégie où il achète régulièrement. Donc, c'est-à-dire que ça permet aussi d'avoir. Mais Tesla a jamais vendu, tu vois, c'était plus les achats qui faisaient, Oui, mais ce que je veux qui dire, faisaient un c'est que, peu c'est que, peur. ce que je veux dire, c'est que tu as un exemple aussi de la régularité. Ouais, Comment ouais, ça peut impacter potentiellement ton entreprise si tu impactes, évidemment, parce que c'est forcément une classe d'actifs qui est volatile. Donc, si tu fais un achat en one shot, bah forcément, à 6 mois, un an ou quoi, il y a des moments où peut-être ça va bien se passer, des moments où ça va moins bien se passer. Mais là, du coup, tu as un exemple d'un espèce de DCA sous stéroïde, mais qui grave. permet de voir, OK, bah en fait, c'est là où tu constates aussi que bah, avoir du Bitcoin, effectivement, à court moyen terme, tu as une volatilité qui peut t'impacter. Par contre, si tu es capable d'avoir une détention sur du long terme, bah là, ça a un impact qui est tout autre en fait sur la trésorerie de ton entreprise.
Ouais. Alors, justement, si c'était juste, si c'était juste MicroStrategy, on dirait: «Bon, c'est un fou» et en fait, ça infuse de façon assez globale. Il y a une autre information qui, moi, a attiré mon attention, c'est un candidat à la présidentielle en Pologne, qui promet de, soutenir Bitcoin comme, réserve stratégique. Donc effectivement, heu on pourrait dire c'est que la Pologne, on pourrait dire c'est qu'un candidat. Mais en fait, on a ce sentiment, notamment depuis la déclaration de Trump à l'occasion de la conférence Bitcoin à Nashville, qui promet de constituer une réserve stratégique en Bitcoin et une réserve stratégique qui vraisemblablement devrait se faire, hein, puisque le projet de loi a été déposé par la sénatrice Cynthia Lummis et qu'ils ont la majorité au Sénat et que la majorité des sénateurs sont pro-crypto. Bref, a priori, ça devrait se faire. Je rappelle, hein, 1 million de bitcoins en 5 ans, 200 000 bitcoins chaque année. Donc, c'est important. Et on a là un candidat à la présidentielle en Pologne qui promet de faire la même chose. Moi, j'avais prévu déjà depuis l'époque, mais attention, je suis pas le seul et je crois pas être le plus malin d'entre nous, mais je m'attendais de toute façon à ce que ça devienne, que ça crée un précédent en fait. Et qu'effectivement, si la première puissance économique mondiale décide de baquer son économie sur du Bitcoin, à un moment donné, il y aurait d'autres économies, soit des économies émergentes qui veulent potentiellement se dédollariser un petit peu, qui veulent lutter contre l'inflation, diversifier leur backing, mais aussi des économies qui ne sont pas forcément des économies aussi faibles. On a notamment parlé de Hong Kong, hein, qui avait envisagé une stratégie équivalente. Et là, on a un candidat à la présidentielle. Alors, ça dit deux choses, et j'aimerais avoir ton avis, Thibault, là-dessus. La première, c'est un candidat, et donc c'est une promesse de campagne. Et donc ça veut dire que potentiellement ça devient un enjeu électoral ailleurs qu'aux États-Unis. Et ça, c'est plutôt cool, parce qu'effectivement, jusqu'à présent, Bitcoin était un élément qui était quasiment jamais abordé dans les élections présidentielles, à part depuis Trump aux États-Unis. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce qu'on verra venir ça en France? Je te laisserai nous donner ton avis là-dessus. Et puis deuxièmement, c'est effectivement des pays comme la Pologne qui ont une économie qui est plutôt saine, une plutôt de bonne croissance, et qui à un moment donné se dit eh ben, pourquoi pas se baquer sur le Bitcoin. Est-ce que tu vois venir ça, toi, en France? Est-ce que tu es d'accord sur ce côté propagation dans l'ensemble des économies à terme? Ouais, bah, c'est un sujet qui est hyper, hyper intéressant. Alors, si on parle de la France pour commencer, comme ça on balaye le sujet rapidement, je pense qu'on n'y est pas et on fera malheureusement pas partie des premiers, je pense, parce qu'il y a au-delà de ça, en France déjà, on a la structure administrative est tellement lourde que ça paraît compliqué, ne serait-ce que déjà poser l'idée. Et ensuite, il y a un tel travail d'éducation encore à faire en France sur ça, avec un lobby bancaire qui est extrêmement puissant, certainement parmi les plus puissants à l'échelle d'un pays, si on compare aux autres. Donc à ce niveau-là, ça me paraît compliqué d'avoir ce sujet-là dans les papiers en France. Par contre, pareil, le Salvador, à son échelle, a créé un précédent. Euh, Quand le Salvador a pris cette décision, beaucoup l'ont regardé. On a vu beaucoup de chefs d'État se rendre là-bas, des pays d'Asie du Sud, des pays d'Afrique, des pays d'Amérique latine. On a l'impression que, entre Là guillemets, encore récemment, le président argentin. exactement. Bah, l'Argentine, il y a beaucoup de discussions à ce sujet. En fait, il y a beaucoup de pays qui sont aujourd'hui dans une optique de dédollarisation, ou en tout cas qui sont dans une optique compliquée puisque leur monnaie ne fonctionne pas. On vit dans beaucoup de pays aujourd'hui des inflations qui sont qu'on peut même pas imaginer nous en France. Hein. Si on regarde l'inflation qu'on a en France, on a l'impression que c'est compliqué. Quand on regarde ce qui peut se passer dans d'autres pays, c'est à des échelles qui sont totalement démesurées. Ces pays-là cherchent des solutions. Euh, la solution la plus évidente, bah, c'est le dollar, et c'est ce qu'on voit en Argentine. Aujourd'hui, en Argentine, il y a beaucoup d'Argentins qui détiennent du dollar et ils sont en train d'abandonner leur monnaie, le pesos. Mais le dollar implique aussi bah, une certaine dépendance aussi aux États-Unis, et certains pays souhaitent aussi peut-être sortir de cette dépendance. Et c'est un gros sujet qui est notamment en débat aujourd'hui chez les BRICS. Tu sais, les BRICS qui essayent de se mettre d'accord, mais culturellement, c'est des pays qui sont tellement différents, donc qui auront beaucoup de mal à se mettre d'accord. Par contre, leur enjeu, c'est plutôt de limiter la puissance de l'Occident et notamment des États-Unis sur le reste du monde. Et à ce moment-là,
plutôt que d'arriver à se mettre d'accord sur quelque chose, en fait, ils peuvent réussir plutôt à se dire, bon, on a un intérêt commun qui est empêcher les États-Unis de prendre plus de place. On peut, et je reprends les mots d'un géopolitique qui m'a donné cette image il y a quelques semaines, et il m'a dit, en fait, ils n'arriveront pas à se mettre tous d'accord. Par contre, ils arriveront à mettre un caillou dans le pied des États-Unis. Et ce caillou dans le pied peut passer notamment par la dédollarisation. Et c'est ce qu'ils sont en train d'étudier. Et le sujet crypto est un des sujets qu'ils étudient. Alors, est-ce que ça passera par Bitcoin? Est-ce que ça passera par une blockchain, par une monnaie numérique avec plus ou moins décentralisée? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a des vraies discussions. Et pour des pays qui sont peut-être à une échelle un petit peu plus petite, qui vont avoir un peu plus d'agilité, effectivement, ce sujet-là, il est en train de se poser. La Pologne, ça paraît anecdotique. La Pologne, c'est un pays qui prend de plus en plus de place aujourd'hui en Europe, de par sa démographie et de par entre guillemets, le déclin des pays forts. Donc la Pologne aujourd'hui fait partie des pays qui sont de plus en plus forts en Europe. Donc c'est vraiment pas anodin cette position-là. C'est intéressant. Après, c'est des décisions qui prennent toujours beaucoup de temps à se matérialiser. C'est pas la première fois qu'on voit aussi des hommes politiques de certains pays qui poussent des choses sur Bitcoin. On en a Et là, en déjà vu en Europe, Russie il y a quelques années. c'est quand même assez. En Europe, c'est beaucoup moins fréquent. En fait, c'est beaucoup plus fréquent dans les pays émergents, ils ont des économies qui sont moins avancées entre guillemets que les nôtres, et donc ils ont des systèmes aussi bancaires qui sont peut-être un petit peu moins développés, donc ils ont un peu plus besoin de ça que nous on va en avoir besoin. C'est Ouais. vrai en Europe, on est peut-être un petit peu moins directement concerné par le Mais après, sujet. je pense qu'il faut distinguer les échanges internationaux qui demain peut-être se feront dans des monnaies numériques pour justement contourner le dollar, les Oui, sanctions tout à fait. américaines, l'extraterritorialité du droit américain, etc. On a la réserve de valeur, la réserve stratégique d'un État où il va soit vendre de l'or, soit vendre des bons du trésor américain pour effectivement acheter du Bitcoin. Et ces deux éléments-là, effectivement, sont intéressants. Et là où en fait je me dis Trump est plutôt malin, c'est qu'en fait à l'époque il voyait Bitcoin comme le concurrent du dollar et qu'aujourd'hui en fait il est en train de faire la meilleure pub pour Bitcoin dans le monde, et donc potentiellement on pourrait se dire, et on en discutait justement vendredi dernier, qu'en fait il est en train de jouer contre sa monnaie. Et en fait, je ne le crois pas, parce qu'effectivement, à côté de ça, il y a toute une politique potentiellement pro-crypto et pro-Bitcoin qui va mettre en place, que ce soit sur du mining, que ce soit pour renforcer les acteurs, les entreprises en fait américaines. Coinbase, d'ailleurs, il l'a rencontré là hier, donc ça aussi, j'allais en parler, mais on peut en parler très rapidement. Il rencontre effectivement Brian Armstrong, donc le CEO de Coinbase, et en fait, il se dit potentiellement, ça va renforcer effectivement mon économie. Si les bitcoins sont minés chez moi, potentiellement, derrière, ça me ramène des revenus. Ça me permet aussi potentiellement d'avoir un petit peu de contrôle, effectivement, sur tout ça, même s'il ne contrôlera jamais le protocole. En tout cas, s'il contrôle une bonne partie du minage, ça peut être intéressant pour lui en termes de revenus. Donc voilà, donc pour le coup, je trouve ça assez malin à moyen long terme. Et on verra effectivement où ça nous mènera. Mais pour ce qui est de la France, je pense que ça pourrait venir. Mais attention, j'ai bien dit que c'est un candidat qui l'a proposé. Donc on n'en est pas encore au moment où le Parlement il vote. Tu vois, le mec n'a pas Ah, été naturellement. élu, etc. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri dans les prochaines élections, que le sujet Bitcoin soit abordé, soit du point de vue industriel. On se rappelle de Eric Zemmour qui va chez Ledger. Alors, à l'époque, je crois savoir que beaucoup d'acteurs avaient prévu d'y aller. Malheureusement, il n'y a que Zemmour qui y a été, puisque les autres ont été un peu refroidis par l'affaire. Je crois que c'était FTX ou Luna, l'un ou Ouais, l'autre. c'était C'était FTX, FTX. tout à fait. Donc, en fait, les gars, ils avaient décidé finalement d'annuler leur venue, mais peu importe. Et donc, je pense qu'effectivement, si ça devient un enjeu, ne serait-ce que dans les médias, au niveau de la population, et un enjeu international, je veux dire, il y a des candidats en France qui ne pourront pas et qui auront tout intérêt à parler de ce sujet-là. Alors, ce ne sera peut-être pas les gros candidats, sans doute parce qu'ils sont tenus par, je dirais, des intérêts au niveau de l'Europe, etc. Mais on n'est pas à l'abri de voir des candidats peut-être un peu plus petits. On se rappelle, lors de l'élection européenne, le parti pirate qui avait parlé de façon majeure des actifs numériques et de la protection de la vie privée. Alors, c'est un tout petit parti. J'avais reçu à l'époque le numéro 2 du parti. Mais voilà, il suffit d'un pour entraîner les autres en se disant, tiens, il y a peut-être des voix à aller chercher grâce à cet argument. Donc, je pense qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un candidat qui propose un truc comme ça.
Mais voilà, après de là, effectivement, à ce que ce soit voté, approuvé, etc., ouais, là, je pense qu'on a encore un petit peu de temps. Euh, on va passer à une autre news. Donc Vanek, un des plus gros gestionnaires d'actifs du monde, qui se montre plutôt optimiste sur un ETF Solana d'ici 2025. Grâce qui promeut ses faibles coûts, sa scalabilité et surtout sa capacité à attirer des projets DeFi, NFT, etc. Donc là, moi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus sur est-ce qu'on verra allez, on va dire en 2025, des ETF de plein de cryptos. Là, aujourd'hui, on rappelle qu'il n'y a que Bitcoin et Ethereum et que demain, il y aurait potentiellement XRP, donc beaucoup parlent, puisque ça y est, les poursuites avec la SEC sont en phase d'être abandonnées. Là, Solana, effectivement, Vanek, lors d'une interview il y a quelques mois, avait dit c'est pas à l'ordre du jour, mais c'est pas impossible. Là, il dit effectivement qu'il l'envisage en 2025. Ouais, est-ce que tu penses que, allez, en 2025, on aura quoi On aura 10 ETF de 10 cryptos différents. Est-ce que tu penses qu'on en aura toujours deux ou est-ce que tu penses que ça va devenir la folie et qu'il y aura même un ETF Doge, par exemple? 10, ça me paraît compliqué. De toute manière, les prochains sur la liste, logiquement, c'est Solana, XRP et a priori Doge qui doit pas être très très loin puisque un des sujets, ça reste quand même mine de rien la liquidité et donc quoi qu'il arrive, dès que tu sors déjà au-delà du top 5, ça devient assez compliqué en réalité en termes de liquidité pour passer sur un ETF. Après, il y a plein d'autres sujets qui rentrent en compte. Moi, Solana, là où j'avais des doutes, c'est notamment autour de la gouvernance où il y a encore beaucoup de centralisation et qui fait que c'est peut-être un point qui peut être bloquant et qui peut jouer aujourd'hui contre l'approbation. Après, en réalité, je pense que ça dépendra surtout du cycle haussier qu'on va avoir. Si on a un cycle haussier qui est majeur, qu'on a une valorisation importante, une grosse médiatisation, bah on peut avoir dans l'optique de la politique qui est menée par Trump une espèce d'approbation politique, un petit peu comme on a eu cette année, parce qu'en réalité, cette année, alors Bitcoin, on l'attendait. Après Ether, la narrative, elle a été poussée, mais au début, juste après Bitcoin, on disait Ether, ça va arriver vite. Après, finalement, tout le monde a été découragé et finalement, Ether, ça n'arriverait plus. Et ça s'est réactivé. Quand ça s'est réactivé, ça s'est fait hyper rapidement, un peu pas dans la précipitation, mais voilà, j'ai pas les coulisses, mais j'imagine qu'il y a il y a quand même un peu de politique aussi qui a été faite derrière l'approbation de D'ailleurs, l'ETF les volumes ont Ether. été assez décevants, finalement, hein. Ouais, bah après, je pense que le timing n'a pas joué en Ouais, leur on faveur. était en Enfin, plein été. en plein été avec un marché qui était pas bien, au moment où Ether aussi était un peu moins bien parce que les dernières mises à jour fait qu'il y avait un petit peu moins de traction, qu'on était désaffecté, etc. Donc, je pense que tout le timing n'était pas forcément favorable à Ether. En plus, on était pré-élection où il y a beaucoup d'investisseurs qui, mine de rien, et d'ailleurs on l'a vu, étaient un peu dans les starting blocks en attendant de voir qu'est-ce qui allait se passer avec les élections avant de se positionner. Donc, je pense que les 3 premiers mois n'étaient pas forcément une temporalité facile pour juger Non, mais le c'est là TF. où justement c'est intéressant, c'est-à-dire que la temporalité est peut-être pas la meilleure et pourtant ils l'ont sorti quand même, tu vois. Donc, Exactement, c'est ça moi que je pointais, ouais. c'est ça. Donc effectivement, moi je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un moment donné une pression politique qui fait il faut y aller et ça peut se débloquer hyper rapidement. Mais voilà, mais faut pas s'attendre à en avoir 10 sur 2025. Si on a déjà Solana et XRP qui sortent, c'est déjà des annonces Ouais. majeures hein, à mon sens. Hein. Mais tu vois là pour le coup, moi je sais pas si politiquement c'est vraiment ça l'enjeu dans ces cas-là. Faut pas oublier qu'un ETF, alors certes, il y a une partie réglementaire, en gros, il faut qu'il soit approuvé, mais à partir du moment où ça c'est bon et qu'il n'est pas considéré comme un securities et qu'il remplit les règles, tu sais, des formulaires, des trucs et les allers-retours, comment ça se passe et tout ça, à partir de ce moment-là, c'est juste une question de pognon. C'est-à-dire qu'un gestionnaire d'actifs, bon, à partir du moment où l'actif est une commodities, il peut décider de faire un ETF, il peut l'ouvrir, il voit l'appétence sur le marché. Si elle est bonne, il ouvre. Et puis si elle est moins bonne, il peut aussi le fermer. Il y a des ETF qui sont fermés Tout à parce que ça fait. ne marche pas. Tout à Et fait. pour le coup, je ne sais pas si l'enjeu politique, enfin, tout est politique. Donc évidemment, s'il y a un climat pro-crypto à mort aux États-Unis, évidemment que ça va avoir un impact. Mais de là à dire qu'il y aurait, je sais pas, des pressions politiques pour le faire ou pas le faire, je crois que c'est vraiment qu'une affaire de gros sous. Prenons un exemple tout simple. Si demain, j'en sais rien, moi, Cardano, parce qu'il est très proche de Trump et que potentiellement, il va y avoir des trucs qui vont être développés, que ça va créer, je sais pas moi, une hype sur le ADA et que
les clients de ces gestionnaires d'actifs. Parce qu'en fait, il faut comprendre un truc. BlackRock, c'est pas son argent à lui, c'est l'argent de ses clients. Et si ses clients lui disent, écoute frérot, moi j'ai envie de trader du ADA et je veux le faire sous la forme d'un ETF et qu'il a une demande potentielle suffisante et que la SEC s'oppose pas, toujours évidemment, enfin potentiellement ça peut sortir en l'espace de 3 semaines, un mois, tu vois. Moi c'est Oui. plutôt comme ça que je le vois, tu vois. En fait, quand je parle de pression politique, c'est pas forcément des hommes politiques, mais c'est aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire du rapport entre les gestionnaires d'actifs et la SEC, avec une Ouais. SEC qui va certainement se renouveler, avec un lobby crypto qui est aussi beaucoup plus fort. Ça a d'ailleurs été un des choses qui est passé un peu sous les radars des élections, mais on a eu un des montants qui ont été investis dans le lobby crypto aux États-Unis sur cette année qui sont colossaux par rapport à ce qu'on a pu connaître avant, ce qui montre une véritable C'est structuration 200 et millions de professionnalisation. dollars à peu près sur un coût total de la campagne de 2,5 milliards. Donc en Ouais, fait, moi, j'ai vu 133, moi. Mais enfin, peu importe le montant, globalement, aux alentours moi j'ai vu ouais. 200, mais enfin peu importe, mais sur la base de 2,5 milliards, ce qu'a coûté la campagne globale, 1,5 pour Kamala et moins d'1 milliard pour Trump. Euh, Donc ouais, ça représente de l'argent plus qu'avant en tout cas, mais Oui, clairement, je pense que c'est incomparable avec les fonds qui ont été investis par les évidemment. femmes, etc. Évidemment, mais en le mesurant par rapport à l'écosystème crypto, c'est-à-dire que si tu compares à la dernière élection et à celle-ci, Ouais, bien sûr. c'est le jour et la nuit, et ça montre que il y a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place aussi en coulisses qu'on voit pas, chose qu'on a aujourd'hui, tu vois, typiquement, si on veut refaire le parallèle avec la France, c'est quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui en France, tu vois. Alors on a l'ADAN qui fait un travail qui est monstrueux, mais à notre échelle, et c'est une échelle qui est pas encore assez importante par rapport à ce qu'on peut avoir aux États-Unis. Et c'est aussi une question de financement. C'est-à-dire que aux États-Unis, ils ont des Coinbase, ils ont des Kraken, ils ont des MicroStrategy, ils ont tous ces acteurs-là qui ont les moyens de financer un lobby politique qui peut Ah, faire ils ont le le job. droit aussi, Là où, parce qu'en France, une entreprise peut pas financer un homme oui, politique, tu vois. oui, non, bien sûr, mais je veux dire, tu peux financer des organisations qui, elles, vont faire Du de la lobbying, quoi. pédagogie et C'est qui pas du vont financement de exactement, et campagne. qui Ouais. vont passer du temps, qui vont éduquer, etc., etc. Et il y a plein de leviers pour le faire de manière différente. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait moins en France et où en plus on est confronté à des lobbies historiques qui sont extrêmement puissants. Ouais. Et en plus, ce qui est de plus en plus compliqué, c'est que ça va être de plus en plus incohérent de parler de l'écosystème crypto au sens large, puisque si tu parles, tu as d'ailleurs, on parlait de mining tout à l'heure, le mining, en réalité, est quasiment sorti de l'écosystème. Tu vois, quand tu fais des events crypto, tu ne croises pas beaucoup de mineurs. Aujourd'hui, c'est une industrie qui est quasiment indépendante. Si tu prends les NFT, c'est aussi une industrie qui est indépendante. Tu vois, on a une segmentation qui est en train de se faire parce que l'écosystème est en train de grossir et de se professionnaliser. Mais du coup, ça fait aussi plein de petits îlots à différents endroits qui ont aussi des intérêts et des objectifs qui sont différents, qui parlent entre guillemets de moins en moins entre eux parce que ils ont plein d'enjeux sur leur propre verticale et du coup harmoniser ça une voie parce que pour de l'extérieur les gens qui sont pas de ce milieu-là, eux ils voient l'écosystème crypto comme un seul bloc. Du coup ça complexifie encore un Ouais. peu plus le message que tu veux faire passer, tu vois. Non, puis en plus, enfin, je vais le dire très vulgairement, mais en plus, les acteurs sont pauvres. Je parle même en termes de cash et de trésorerie. Je veux dire, Mmh. c'est pas l'Eldorado d'être dans la crypto en tant qu'entrepreneur. Je recevais Nicolas Louvet de CoinHouse récemment et plein d'autres avant, et ils me disent tous, bon, ça va, je dis pas qu'on est à la rue, tu vois, mais il n'y a pas non plus des envolées de cash, de trésorerie. Il n'y a pas de levée de fonds énorme ces derniers temps en Europe. Et à côté de ça, vous avez je dis vous parce que Meria est un des acteurs et on y reviendra tout à Ouais, bien l'heure. sûr. Vous avez des contraintes réglementaires qui sont absolument colossales, qui vous coûtent un argent monstre et surtout qui est extrêmement chronophage. Et entre la gestion de votre entreprise, la réglementation à laquelle il faut vous complaire avec des deadlines qui sont très courtes, des budgets compliance qui sont monstrueux, etc. À côté, la tentative d'essayer quand même de faire un peu de marketing, de faire connaître un peu votre produit, de la communication, des partenariats, du business, etc. En fait, il reste très peu de temps à des entrepreneurs comme vous. Alors heureusement, certains arrivent à se libérer ce temps-là. Owen est l'un des plus connus, évidemment, en termes de lobbying. Mais sinon, à part ça, qui aujourd'hui a le temps de passer voilà, tout ce temps-là à aller justement faire de l'éducation, etc. La DAN, dont tu parlais. Mais en plus de ça, avec des résultats qui sont souvent décevants, parce que en face de vous, vous avez soit des mecs qui comprennent pas, soit des mecs qui ont des intérêts contraires. Et donc derrière, effectivement, on a un écosystème qui a du mal à se développer.
Tu as résumé beaucoup de choses. Mais oui, non, non, mais c'est clairement, C'est vrai qu'à non, mais force d'entendre les mêmes choses, enfin moi en plus, non, j'ai mais la partie en 2000, entre 2017 et 2020, et on sait ce que c'est. C'est difficile. non, non, mais c'est clair, c'est une réalité et puis de toute manière, enfin, il y a des choses sur lesquelles on ne pourra jamais rivaliser, c'est que c'est l'accès au financement quand tu es en France ou en Europe, c'est évidemment pas le même qu'aux États-Unis. Dans des périodes comme celle-ci, post-FTX, où bah, les VC étaient beaucoup plus réticents à financer des initiatives crypto, tu travailles aussi sur un marché qui est beaucoup plus à une échelle réduite, hein, c'est-à-dire que quand tu commences aux États-Unis, tu as accès directement à un marché qui est beaucoup plus 350 gros avec 000 un gros personnes, portefeuille. voilà, c'est ça. C'est ça. Alors que quand tu es sur un marché francophone et aujourd'hui, la réglementation ne te permet pas d'étendre beaucoup plus loin. Donc forcément, tu es plus limité. Donc, tu restes à échelle. Et comme tu dis, bah, à un moment donné, quand tu es focalisé et tu as déjà beaucoup de choses à faire, bah, c'est compliqué de passer aussi du temps à côté. Alors, ça fait partie aussi du job. Hein, donc, chacun le fait un peu à son échelle et comme il peut. Donc, tu vois, on le fait. Tu parlais de Nicolas Louvet avec Coinhouse. On fait partie des acteurs qui sont très actifs à la DAN, tu vois, sur le groupe SAN pour essayer de faire avancer la chose. Et d'ailleurs, on a quand même un écosystème là-dessus qui est pas égoïste, c'est-à-dire que chacun fait avancer pour les autres parce que, ben, à un moment donné, de toute manière, soit tu te dis, bah, moi, je joue égoïste dans mon coin et au final, je suis qu'une toute petite voix et ça avancera pas et au final, ça me servira pas. Soit tu dis, bah, écoute, j'ai broussé, ça servira les autres, mais de toute manière, moi, j'ai besoin de ça pour avancer, donc autant avancer, quoi. Mais ouais, non, c'est clair, c'est un vrai sujet, hein. Non, mais complètement. Et de toute façon, on y reviendra évidemment sur les enjeux réglementaires juste après. Deux autres news qu'on va traiter très, 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 très rapidement. Donald Trump qui envisage de racheter la plateforme CryptoBacked avec sa boîte de médias. Donc, ça a l'air d'être, enfin, c'est sourcé hein, pas mal, donc ça devrait se faire pour le coup. Il paraît que les pourparlers sont quand même très bien engagés. Alors, on se rappelle que Donald Trump, poussé par les membres de sa famille notamment, a déjà push un échange qui a essayé de faire une ICO pendant l'élection et qui s'est un peu loupé pour le coup. Mais bon, le truc visiblement va peut-être voir le jour quand même. Et là, il envisage d'acheter donc une plateforme crypto. Bon, je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire dessus, mais ça démontre encore une fois, moi j'entendais énormément de personnes à l'époque de l'élection en disant non mais c'est juste pour des raisons électorales, en fait il s'en tape, il va rien faire, c'est que pour essayer comment dire d'attirer Ouais, les détenteurs crypto et l'industrie crypto. Ben, on voit que le gars il a été élu largement et pourtant eh ben, il continue avec des choses même nouvelles qui n'étaient pas prévues au départ. Donc plutôt cool là-dessus. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il en fera et on y reviendra évidemment, mais déjà c'est quand même intéressant qu'à titre personnel, par rapport à, il décide d'acquérir lui-même via une de ses sociétés une plateforme crypto. Et puis, je ne sais pas si tu as vu, et on finira là-dessus avant de commencer l'interview, c'est un stablecoin qui n'est pas un stablecoin lancé par Binance, qui annonce des rendements aux alentours de 20%. Alors au départ, ça a été annoncé en grande pompe sur Twitter, donc tout le monde s'est dit waouh, c'est quoi ce stablecoin 20% de rendement. Tout de suite, ça a fait penser à Luna, évidemment, à beaucoup de instantanément. personnes. On reparlera de Luna tous les deux tout à l'heure, évidemment. Bon, finalement, Binance, je précise, a clarifié un petit peu la chose en disant c'est pas un stablecoin. C'est plutôt un produit financier en fait hein, qui va permettre de pouvoir se collatéraliser pour emprunter. Donc voilà, donc bon, on attend d'avoir quelques détails effectivement sur la construction de ce stablecoin, mais là on a une tendance ces derniers temps à la création de stablecoins qui n'en sont pas, tu vois. Genre, est-ce qu'on peut considérer Usual ou Ethena comme des stablecoins? Ou est-ce qu'on les considère davantage comme des produits d'investissement, puisqu'en fait, ils rapportent des rendements liés à la réserve à laquelle est backé justement le stablecoin. Je pense qu'il faut plutôt réfléchir dans ce sens-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ouais, alors là, la news de Binance, moi, je l'ai pas creusé parce que je sais qu'il y a des gars chez nous qui l'ont creusé et on doit en parler tout à l'heure. Mais il y a un vrai sujet, effectivement, sur les stablecoins qui devient un enjeu assez important. On voit beaucoup. Aujourd'hui, en fait, il y a un vrai marché à aller chercher parce qu'en fait, aujourd'hui, si tu regardes, à part
à part l'USDT qui drive la majorité des parts de marché, l'USDC qui est déjà très loin derrière et qui en prend un petit peu. Mais sinon, en fait, il y a de la place sur ce marché. Il y a de la place et a priori, si l'écosystème se développe, c'est un marché qui va se développer. Donc il y a un potentiel hyper intéressant. Donc, c'est pas surprenant de voir plein d'acteurs qui sont en train de se greffer là-dedans. Il y a beaucoup d'expérimentation, à mon avis, là-dedans. Il va y avoir beaucoup de cases, beaucoup d'échecs. Mais tous les échecs vont servir aussi l'innovation pour les prochains. Donc, je suis curieux de voir comment ça va évoluer. Je pense qu'il y a des vrais enjeux de souveraineté aussi derrière. Tu vois, je pense que c'est un virage, par exemple, que l'Europe a manqué à ce niveau-là, puisque aujourd'hui, tous les stablecoins sont quand même basés sur du dollar. Donc quand C'est Donald des Trump boîtes américaines. ouais, non, mais clairement, donc tu as aussi un vrai sujet de souveraineté aussi derrière ça. Donc, hyper intéressant à suivre cette bataille qui est en train de se jouer en coulisses avec aussi on voit beaucoup d'acteurs institutionnels qui sont en train de lancer aussi leur stablecoin. Il y en a beaucoup qui sont pas encore sortis en Europe, mais là, en Europe, il y a beaucoup de banques et Il y a beaucoup de. Forge, de Société Générale, par exemple, qui a le sien, qui est en plus MiCA Compliance, il est EME, donc voilà. Mais Ouais, bon, il y en a d'autres qui arrivent. Alors après, je sais pas à quel point c'est de notoriété publique ou autre, mais il y en a plusieurs autres qui vont arriver. Donc on voit bien que c'est un sujet qui travaille un petit peu tout le monde. Je pense qu'il y en a beaucoup qui passeront plutôt par ça que par les monnaies numériques. Tu sais, à un moment donné, on parlait beaucoup des MNBC. Je pense que ça passera peut-être même plutôt par des systèmes de stablecoin. Voilà, à voir la forme c'est que ça le, que ça. C'est ça la grosse différence d'ailleurs entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis, alors, via Trump évidemment, a mis un veto complet aux monnaies numériques de banque centrale parce qu'il estime effectivement que c'est pas la bonne façon de faire. Et au contraire, il va promouvoir les stablecoins via ses acteurs intérieurs. Et pour lui, c'est génial parce qu'on voit que Tether, par exemple, c'est un des plus gros acheteurs de la dette américaine. Tu vois. Donc en plus, ça soutient complètement le dollar. Il ne faut pas croire qu'un stablecoin est un concurrent du dollar. Au contraire, c'est un de ses meilleurs ambassadeurs. Et en Europe, en revanche, on a fait le choix inverse en faisant des petites vidéos infantilisantes où on va expliquer aux Européens que c'est important pour eux d'avoir une monnaie numérique de banque centrale. Et au final, eh bien, on perd de plus en plus effectivement notre souveraineté tant à titre personnel, puisque évidemment, cette monnaie sera sur un registre complètement centralisé et pas du tout confidentiel. Et à côté de ça, on a des acteurs étrangers qui viendront sur le business des stablecoins. Je pense que tu as tout bien résumé. On va passer maintenant à ton interview. Déjà, merci en tout cas d'être venu dans l'émission. Merci pour l'invitation. D'avoir fait cette revue de presse avec toi. Alors d'abord, Thibaut, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de tout ce que tu as fait avant Just Mining, puisque c'était le nom de Meria à l'époque. Alors, du coup, je m'appelle Thibaut Boutroux, j'ai 28 ans. Je viens de la ville dans laquelle on est encore actuellement. Je viens de Metz. J'ai grandi dans la région. Écoute, le parcours avant Just Mining, il va être assez rapide puisqu'en fait, quand on a lancé Just Mining, on a lancé la société à trois avec Owen, que les gens connaissent, Asher, et une autre personne qui s'appelle Laurent Graziani, qui est toujours avec nous également. En fait, on était plus ou moins étudiants tous les trois. Donc, si tu veux, le parcours du avant, il est assez simple. Moi, j'étais à l'école, j'étais un bon élève, mais plutôt polyvalent, c'est-à-dire que j'étais à peu près bon partout, mais excellent nulle part, mais je m'en sortais. Beaucoup de sport, beaucoup de foot à cette époque-là. Ok. J'ai fait, Tu jouais quel poste? j'ai joué latéral droit à l'époque parce que je courais beaucoup et j'ai joué sur les plus hauts niveaux, niveaux nationaux jusque mes 18 ans. Et en fait, c'est drôle parce que avant de fonder Just Mining, à l'époque, moi, j'avais pas vocation à rester sur Just Mining, c'est-à-dire qu'on a créé la boîte en mai 2017. On avait commencé à travailler dessus un petit peu plus tôt. On avait commencé à travailler sur le projet fin 2016. En fait, pour la petite histoire, moi, à ce moment-là, Pardon Thibaut, on parlera de la fondation de Just Mining, mais d'abord j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à toi en quelques minutes. Mais t'inquiète pas, on va revenir sur comment l'idée vous est venue, comment vous l'avez créée et tout ça. C'était ça l'anecdote ou non? En fait, ça faisait le parallèle, ouais, ça faisait le parallèle. Ouais, mais justement, on va se concentrer un peu sur toi parce que le but du jeu, c'est d'essayer de comprendre un peu les acteurs de cet écosystème. Donc, tu as fait quoi? Tu as fait ce que tu as fait des études? C'était quoi comme études? Ouais, du coup, en fait, j'allais rebondir sur Ah, cette ok. partie-là. Donc, en fait, moi, j'ai fait un DUT, je le faisais dans le désordre, mais ça arrivait sur un enchaînement comme ça. Où, en fait, moi, si tu veux, historique, donc un bac S classique, voilà. Après, je sais pas trop quoi faire, mais en tout cas, la branche scientifique m'intéresse pas plus que ça.
Et à ce moment-là, ce qui m'intéresse le plus, c'est le sport, mais je vois pas beaucoup de débouchés ou d'opportunités sur du STAPS ou sur des choses comme ça. C'était pas vraiment ce qui me branchait. Donc finalement, je choisis une option qui s'appelle GEA, gestion entreprise et administration, qui est un cursus qui est pas mal parce que c'est assez généraliste et ça te permet de voir un petit peu tous les métiers de l'entreprise en passant par la partie comptable financière, par le marketing, par la com, etc. Donc je fais ces études-là euh, qui sont assez complètes, mais tu t'en rends compte souvent après que les études sont complètes parce que quand tu es dedans, tu es concentré sur plein d'autres choses. Et en fait, pendant ces études-là, il y a quand même un moment un peu marquant qui définit beaucoup la suite du parcours. On avait régulièrement des intervenants extérieurs. Et un jour, on reçoit un mec qui s'appelle Michel Onfray, alors qui n'a rien à voir avec le philosophe, qui est un mec de la région, qui dirigeait en fait un incubateur de start-up. Et, euh, et donc, il vient nous parler un petit peu de tech, de start-up ou autre. Donc là, on est dans le timing, je sais pas, on est peut-être en 2015, quelque chose comme ça. Euh, c'est un univers que je connais pas du tout, si tu veux, la tech, qui m'intéresse pas spécialement. Enfin, je connais de la tech, les réseaux sociaux qu'on utilise tous les jours, quoi, mais sinon, c'est pas forcément un sujet qui m'intéresse. Et moi, je savais pas trop quoi faire par la suite. Son intervention m'interpelle un petit peu, donc je vais parler avec lui à la fin. Je dis, bah, écoute, voilà, moi, je sais pas quoi faire après. On doit faire un stage à la fin. Vu que je sais pas quoi faire, mais je suis plutôt polyvalent et j'arrive à m'adapter à peu près partout, je me dis que ce qui peut être bien, c'est peut-être d'aller faire du consulting dans des cabinets de conseil, parce que comme ça, tu vois plein de secteurs d'activité différents, tu vois plein de gens différents, et ça permet peut-être de voir ce qui te plaît le plus, ce qui te plaît moins et tout. Il me dit, OK, bah, je vais regarder, j'en connais plusieurs, etc. Et au final, il revient, il me dit, bah, écoute, si tu veux, plutôt que ça, est-ce que ça te dit de passer à l'incubateur et voir, parce que bah, nous, c'est un peu la même chose. On travaille avec plein de projets innovants qui viennent de différents secteurs. Tu en as qui travaillent sur de l'IA déjà, qui travaillent à l'époque beaucoup sur ce qu'on faisait en impression 3D, d'autres qui travaillaient sur extraire des analyses des sentiments sur les réseaux sociaux, etc. Tu vois, donc il y avait déjà beaucoup de choses sur ces sujets-là. Je dis bah pourquoi pas. Et donc je passe un week-end à l'incubateur et là je rencontre plein de mecs qui ont entre 30 et 40 ans, même certains un peu plus jeunes, qui ont envie de changer le monde, qui ont des projets de dingue. Et je rencontre notamment William, qui est le grand frère d'Owen, qui est le fondateur de Tada aujourd'hui, qui était à l'époque le fondateur de Vivoca avec ses associés. Et donc, bah, eux, on était les plus proches en termes d'âge, donc ça fit assez naturellement. Et je me dis, mais en fait, cet écosystème, il est génial. Enfin, les mecs, ils ont l'air de s'éclater, ils n'ont pas l'impression de bosser. C'est ambiance très à l'américaine, tu vois. C'était des grands open space. Tu avais des mecs sur leur bureau, ils avaient des nerfs. Donc là, on est en quelle année à peu près pour situer? Là, on doit être en 2015, quelque chose comme ça. Ok. Et donc, je me dis, bah écoute, je dis, si ça a l'air trop bien. Je dis, bah vas-y, si moi, faire le stage avec toi, ça m'intéresse. Si tu es content, il me dit, bah go. Donc, en fait, je fais mon stage. Donc, c'est un stage de fin d'année. Hein, c'était 2, 3 mois. Et en fait, le stage se passe extrêmement bien. Je passe vraiment beaucoup de temps là-bas. Je m'acclimatise hyper bien. Et il me dit, mais tu fais quoi après et tout? Je fais, bah, franchement, je sais pas trop. La suite logique, tous les gars de chez moi, soit c'était IUP Finance, soit licence sciences de gestion. Donc, en gros, IUP Finance, quand tu es en Lorraine, le circuit classique, c'est tu fais IUP Finance à Nancy, et après, tu fais un master, et après, tu vas bosser en banque ou en finance, globalement, au Luxembourg. C'est le schéma classique. Ou alors, tu fais une licence de sciences de gestion, et après, tu vas travailler aussi au Luxembourg. Mais globalement, c'était ça. Tous mes potes qui étaient en études avec moi aujourd'hui, soit ils ont monté des boîtes, soit ils bossent au luxe aujourd'hui, parce que bah, tu as des salaires hyper attractifs, et tu as soit ils bossent dans les gros cabinets du Big Four, ou soit dans les banques. Et, euh, et moi, ça me branchait pas plus que ça. Enfin, en tout cas, j'avais pas spécialement de conviction, si tu veux, sur cette partie-là. Et donc, je dis, bah, tu sais quoi, moi, l'incubation, là, ça m'a vraiment plu. J'aimerais bien passer plus de temps là-bas, etc. Il me dit, bah, si tu veux, plutôt que de faire ça, on trouve une licence, une petite licence en alternance. Et comme ça, t'as le diplôme quand même, mais surtout, tu passes du temps sur le terrain avec moi. Et donc, je fais une licence qui s'appelle une licence entrepreneuriat, qui se fait en alternance à Metz, où c'est une toute petite classe, où je me retrouve avec soit des mecs qui veulent monter des boîtes, soit des mecs qui veulent reprendre des entreprises, mais de tout secteur d'activité. Là, on n'est vraiment pas sur de la tech, c'est-à-dire qu'il y en avait certains qui voulaient reprendre l'entreprise familiale de toiture. Il y en a un qui était en train de monter un garage. Enfin, c'était vraiment très vaste. Euh, et moi, en fait, bah, je passe plus de temps à l'incubateur que à l'école finalement. Je fais major de la promo parce qu'en fait, bah, le truc m'intéresse vraiment. Je sais pourquoi j'y vais. Je comprends les rouages de comment tu montes une boîte, comment tu dois la structurer, etc. Parce qu'en fait, c'est mon quotidien, si tu veux. On accompagne des jeunes boîtes innovantes, on fait des qualifications, on fait des filtres, on accompagne les jeunes chefs d'entreprise, on leur donne les premiers leviers, les premiers conseils juridiques pour qu'ils puissent faire. On est entouré
d'un tissu d'experts autour de nous pour tout ce qu'il faut pour créer une boîte finalement. Donc je m'épanouis beaucoup là-dedans et en plus c'est hyper diversifié les projets qu'on vient et on a des mecs qui sont assez solides. Hein. On a des boîtes qui ont fait des trucs sympas, des mecs qui bossaient sur de la VR et qui montaient des centres de jeux vidéo, des mecs qui faisaient de l'extraction de données sur les réseaux sociaux pour vendre derrière à des grosses banques internationales, une boîte française qui s'appelle Sésame, si tu veux, qui existe encore aujourd'hui, c'est plus de 100 personnes, ils ont levé des dizaines de millions, donc tu as des boîtes comme ça, Vivoca qui est aujourd'hui encore, qui est le leader français sur les reconnaissances vocales, donc tu avais plein de trucs hyper intéressants et Il variés, n'y a pas d'autres de trucs qui crypto ont... à l'époque, à ce moment-là, dans À cette l'époque, secteur. et en fait, justement, on a un premier projet qui vient, alors qui veut en fait utiliser la blockchain pour faire des systèmes d'affacturage, donc un truc qui est assez complexe. Mais les mecs à côté, sur leur temps libre, font un peu de mining, donc ils commencent à ramener des machines un peu au bureau. En fait, ça, c'est mon premier point de contact avec la Ok. crypto. Mais Toi, à ce c'est des, moment-là, tu as déjà entendu parler de la crypto, de la blockchain? c'est les premiers, c'est les Ok, premiers avec qui j'en entends parler. Ou excellent. si j'en ai entendu parler avant, si tu veux, ça m'a pas marqué, j'ai pas suivi le truc, tu vois. Et donc, mais eux arrivent avec un discours qui est vraiment très, très tech, très complexe, qui est peu accessible. Moi, j'ai pas du tout de formation tech. Donc, si tu veux, je, ça m'interpelle, mais j'y prête pas plus attention que ça. Et voilà, je décroche, je regarde. Alors, il y avait déjà, alors je sais plus si c'était pas quand même marqué de carte, mais il y avait déjà des trucs pour suivre les cours, mais c'était assez flou pour moi. Et si tu veux, à ce moment-là, bah, il y a même le seul contenu qui existe en français, c'est du contenu qui est créé par le Cercle du Coin. Si tu veux, Crypto, ça n'existe pas, JDC n'existe pas, tout ça, ça n'existe pas, en fait. Donc, en fait, si tu veux te renseigner, tu es assez limité. Tu as quelques médias anglophones qui en parlent, mais c'est surtout sur des forums que ça se passe Ouais. et, et l'information est assez difficile, assez difficile à interpréter. Et surtout que comme tu n'as personne qui travaille vraiment dessus, à part des techos, bah en fait, ils en parlent comme des techos, quoi. Donc assez compliqué à prendre le sujet en main. Peu de temps après, je rencontre Owen, qui en fait venait voir régulièrement son frère. Il fait un petit stage d'ailleurs dans la boîte de son frère. Et en fait, on est dans l'open space où on est à C'est quoi côté la dans l'open space. différence d'âge entre les deux? Pour qu'on situe un peu, tu saurais nous dire? 3-4 ans, je crois. Ok, donc ok. Je crois que William est 93 et Owen est 97. Et moi, je suis 96 du coup. Et, euh, et donc, Owen vient passer du temps avec son frère. On partage le même bureau globalement dans l'open space, donc on est à côté. Lui, il commence à en entendre parler. Il en avait entendu parler un peu juste avant. Et en fait, il commence lui déjà à foncer dans le sujet et il parlait déjà que de ça. Donc, si tu veux, en fait, moi, c'est plus en entendant parler lui que je me mets dessus. Et surtout, lui, il en parlait déjà avec un langage qui m'était accessible, si tu Ouais. veux. Donc j'arrivais un peu plus à comprendre. Et en fait, lui, en creusant le truc, etc., il commence à faire sa chaîne et à en parler sur YouTube à ce moment-là. Donc la création de la chaîne, on est en 2016. Et en fait, de là, au fur et à mesure de discuter sur sa chaîne, lui naît l'idée de Just Mining, qui vient en fait présenter à l'incubateur, parce que bah, le fondateur de l'incubateur, tu veux, celui qui gère l'incubateur, donc avec qui je travaillais tous les jours, était aussi historiquement un ami d'enfance du père d'Owen et de William. Donc en fait, logiquement, quand Owen il a l'idée, il vient en parler à ce mec-là. Et donc moi je suis là à chaque fois qu'il en parle, parce que tous les rendez-vous je les fais avec Michel, donc je suis de près l'évolution et en fait ça part d'une idée qui challenge beaucoup au départ, etc. Et petit à petit l'idée elle se structure. Donc si tu veux les premiers pas de l'idée, moi je les suis du côté incubation, je suis même pas du côté Just Planning. Au début Owen il est tout seul avec son frère qui lui donne les go ou les no-go techniques. Si tu veux, Owen il dit ah, c'est rien qu'on fasse ça, il regarde son frère, il dit c'est possible. Et son frère, il dit oui, ça c'est possible, oui, ça c'est pas possible. Et en fait, c'est comme ça que ça se jauge. Owen avait déjà un peu cette énergie, cette fibre commerciale, tu vois, qu'il a aujourd'hui. Et donc, tu as Michel en face aussi, qui le connaît très bien, puisqu'il les connaît depuis qu'il est tout petit. Et donc, qui canalise aussi beaucoup le truc et qui, en fait, à un moment donné, on arrive au truc où on dit, OK, enfin, en tout cas, c'est cool, tu as plein d'énergie. Maintenant, ça reste très flou pour moi ce que tu fais. La seule réalité, la seule vérité, c'est le marché. Donc, Mais là, on va l'activité, ça consiste concrètement à faire du mining à ce moment-là. là, c'est du Acheter des mining. machines pour miner du Bitcoin. Acheter des comptes, là, c'est vraiment l'idée. Donc, on parle de mining, mais l'idée, c'est surtout de dire, OK, aujourd'hui, le mining, ça existe. C'est compliqué pour la plupart des gens. Mais le mining, c'est censé, n'importe qui est censé pouvoir le faire. Mais la réalité, c'est qu'à ce moment-là,
en 2016, si tu n'as pas de compétences techniques, tu n'as pas de tuto qui t'explique comment monter une machine minage. Je veux dire, aujourd'hui, c'est facile à faire. Tu vas sur YouTube, en 2 secondes, tu commandes les bons composants et tu sais. À l'époque, savoir quels étaient les bons composants, comment monter la machine, comment configurer l'OS, etc., c'était vraiment pas si évident que ça, tu vois, si tu n'avais pas de soft. Le mec qui avait un background informatique, c'était OK, tu vois. Donc, chez nous, les gars qui avaient ça, c'était les équipes du frère d'Owen, donc de William et de Lyoka, qui nous disaient, bah, eux, pour eux, c'était facile à faire, mais parce que eux, c'est tous des mecs qui sortent d'Epitech, qui sortent des grands informatiques, etc., tu vois. Et donc, l'idée, c'est de dire, bah, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rendre ça accessible. C'est-à-dire que nous, on va acheter les machines, enfin, en tout cas, acheter le matériel, on va monter les machines et on va les vendre à des particuliers. Mais on veut pas qu'ils se cassent la tête. On veut que les particuliers aient juste à appuyer sur on-off et Hmm. après, ils vont pouvoir miner de la crypto. Derrière, ils ont un dashboard. S'ils veulent garder leur crypto, ils gardent des cryptos. S'ils veulent les changer en euros, on fait le change crypto-euro instantanément. Et du coup, ils ont une espèce de mini machine à cash qu'ils peuvent mettre directement chez eux. C'est vraiment ça l'idée de base. Et c'est une idée qui d'ailleurs vient de la chaîne YouTube. C'est-à-dire que quand lui parlait de mining sur la chaîne YouTube, les gens disaient, ouais, c'est très bien, sauf que moi, pour acheter une machine en Chine ou acheter une machine en Russie ou acheter du cloud mining à l'époque dans des boîtes qui sont au Panama, qui sont en Géorgie ou autre, franchement, pas hyper chaud de mettre ma CB sur un truc comme ça, tu vois. Ce serait cool s'il y a une boîte française qui permettait de le faire. Donc, en fait, ça part de là. Et donc l'idée se formalise de plus en plus. On s'acclimate respectivement de plus en plus à cet écosystème. On apprend un peu plus comment ça fonctionne. Et on arrive en fait au début de l'année 2017. Donc moi je suis encore côté incubation. Il fait une première campagne de crowdfunding en fait pour financer le projet. Campagne qui est d'abord refusée par toutes les plateformes, puis qui est acceptée je crois que c'est par Indiegogo. La campagne elle cartonne et au final, Indiegogo, ils disent non, en fait, ça respectait pas nos termes. Et ils annulent la campagne et ils remboursent tout le monde. Donc, tu repars de zéro. Mais en tout cas, à partir de ce moment-là, il y a Michel et les autres gens autour qui, bon, il y a effectivement l'air d'avoir une traction sur le marché. On va essayer de pousser un peu plus. Et donc là, on crée réellement la société. On fait une première campagne de précommande avec un système où on acceptait les paiements, les prépaiements par carte, par PayPal, etc. La caisse d'épargne avait accepté de nous ouvrir un compte en banque à ce moment-là. Et donc, les premières machines, si tu veux, on les vend, on gagne pas d'argent, on les vend prix coûtant, parce que l'idée, c'était surtout de montrer qu'il y avait une traction pour pouvoir aller plus loin. Et donc, on avait dit, bon, bah, si on arrive à se dire que on vend 15 000 euros de machines sur un mois, ça veut dire qu'il y a un vrai marché et Hmm. on y va. Et au final, on fait. Et donc, toi, à ce moment-là, tu l'accompagnes de façon itérative, genre, je sais pas, un rendez-vous par semaine, par mois, ou est-ce qu'en fait, tu te Non, prends au jeu et en fait, vous. ouais, je me prends au jeu, on passe beaucoup plus de temps, on passe vraiment beaucoup plus de temps ensemble à partir de mai-juin, en gros. Ok. Et tout l'été, globalement, je le fais encore avec lui, même si officiellement, je suis encore sous contrat avec l'incubateur, parce que je finissais mon alternance avec l'incubateur, je la finissais fin août, début septembre, tu vois. Donc là, les 3 derniers mois, en gros, je les faisais avec Just Mining, C'est alors quoi qu'officiellement, j'étais c'est sous quoi contrat. qu'il arrive à. Qu'est-ce qu'il trouve chez toi qui fait qu'il a envie de le faire aussi avec Ah, ça, toi? bah, en Comment vous fait, arrivez à vous compléter? Parce qu'on a compris, ouais, William apporte plutôt un advisory plutôt tech. ouais. Owen, c'est lui qui a l'idée initiale, c'est lui qui connaît le marché, c'est lui qui a aussi peut-être la première base de communauté. Et toi, c'est quoi? C'est la partie structuration, c'est le fait parfois de Ouais. se calmer. Enfin, humainement aussi, ça peut Non, être non, mais intéressant. clairement, c'est un peu tout ça. C'est déjà que d'un point de vue comportemental, effectivement, on est assez complémentaires. Lui, il est très dynamique, très enthousiaste, etc. Moi, je vais être beaucoup plus rationnel, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. Donc, si tu veux, ça permet de compenser. En plus, globalement, en réalité, on est de la même génération. On a eu à peu près la même éducation, si tu veux. Donc, on a des valeurs qui sont communes et une vision qui est commune. Donc, si tu veux, ça matchait plutôt bien à ce niveau-là. Et en fait, lui, il avait l'aval du mec de l'incubateur, Michel, puisque du coup, comme je t'ai dit, c'est historiquement le meilleur ami de son père. Donc, si tu veux, il le connaît depuis tout petit. Et moi, ça faisait déjà plus d'1 an que je travaillais avec Michel. Et à la base, d'ailleurs, avant de m'engager avec Maria, c'était déjà acté que Michel, il voulait me garder derrière. Et là, il y Donc, a il essaye de te retenir, il y a une petite concurrence, il t'en non, veut en fait, je que tu pense, sais non, ou. non, je pense que si c'était pas pour partir avec Owen, je pense qu'il aurait essayé plus de me Ok. retenir, mais étant donné que là,
c'est Owen, c'est quasiment sa famille, bah, c'était OK. Et d'ailleurs, ils l'ont un peu testé en mode, ils en avaient pas, si tu veux, ils en avaient parlé. C'est William qui avait soumis l'idée en premier. Owen était chaud parce qu'on s'entendait bien. Ils avaient demandé à Michel. Michel avait dit OK. Et en fait, ils m'en ont parlé après, mais quand ils m'en ont parlé, Michel, il le savait déjà. Et c'était OK. aussi une manière de voir comment j'allais voir le truc, tu vois. Et moi, du coup, bah, quand Owen, il m'a dit, écoute, voilà, je vais y aller pour de vrai maintenant. C'est bon, maintenant, on a parlé de projet pendant longtemps. Là, maintenant, ça y est, je rentre dans le truc. On y va, on essaye. On voit où ça mène, ça va. Par contre, il m'a dit, je peux pas le faire tout seul. Il m'a dit, j'ai besoin d'aide. Il m'a dit, donc, il me faut des gens de confiance. Au début, il me faut surtout des gens qui ont la tête bien faite, qui ont faim et à qui je peux faire confiance, tu vois. Et il m'a dit, bah, toi, mon frère, il t'a validé. On a passé un peu de temps ensemble, ça a l'air d'être bien. Et tu as travaillé avec Michel. Et Michel, globalement, je respecte ce qu'il fait, je respecte le gars et tout. Et je sais qu'il t'aime bien. Donc, globalement, si lui, il veut te poursuivre, c'est que c'est pas pour rien. Et il m'a dit, et l'autre gars qui fait venir, et il dit, et je fais venir un autre gars qui a un Corse, qui a jamais quitté la Corse, qui s'appelle Laurent Graziani, qui est son meilleur ami d'enfance. Il dit, Laurent, globalement, il n'a pas fait trop d'études. Par contre, Laurent, c'est une éponge. Il sait tout faire, il sait tout apprendre. Il sait bricoler. Il avait 18 ans, il avait déjà monté des chalets tout seul en Corse. Tu lui demandes de monter un PC, tu lui expliques une fois, il va monter le PC. Et si tu lui demandes de faire autre chose, il fera autre chose, il montrera tout ce qu'il faut, tu vois. Et donc globalement, ça se fait comme ça. Et en fait, bah moi, du coup, derrière, je vais voir Michel et je dis, bah écoute, voilà, je suis embêté, Michel, on voulait poursuivre, etc. J'ai une opportunité, il m'a dit, il y a ça, ça, ça. Son truc, ça me branche bien. Il m'a dit, je t'avoue que je comprends pas tout et tout, mais j'ai l'impression que c'est le truc auquel il faut pas que je passe à côté, tu vois. Je sais pas, il y a ça, il avait déjà un truc et je pense que honnêtement que si Owen, il m'avait dit, les chaises aujourd'hui, elles sont pas bien faites. On va révolutionner comment les gens ils font des chaises et comment les gens ils s'assoient. Je pense que je l'aurais suivi parce qu'il a ce truc où tu as envie d'aller voir plus loin, tu vois. Et en même temps, tu sens aussi que il a besoin d'être canalisé parce que si tu le laisses, il peut partir aussi dans tous les sens et il faut lui apporter cet apport pour qu'il puisse utiliser tout le potentiel qu'il a, tu vois. Et, euh, et moi, je me reconnaissais plutôt bien sur ça. Et donc, du coup, c'est comme ça OK. que c'est comme ça que ça se fait, tu vois. Est-ce que vous êtes déjà pris la tête? Ouais, bien Ou sûr. est-ce que c'est même très fréquent et comment vous réglez le conflit? Genre, En fait, le gros avantage qu'on a, et tous les trois d'ailleurs, parce que du coup, il y a Laurent dans l'équation aussi qui est avec nous depuis le ouais, je départ. parle entre les associés, hein. Ouais, le gros avantage qu'on a, c'est que on a commencé du même endroit, tous les trois, et tous ensemble de rien. Donc en fait, on s'est vu évoluer. On sait qui sont vraiment les gens et on sait pourquoi on le fait. Donc si à un moment donné, il y en a un qui dérive, tout de suite, t'inquiète pas qu'il y a les deux autres qui sont là pour le pied au sol. Et on sait aussi que si Owen vient me faire une réflexion ou si Laurent vient me faire une réflexion, c'est pas pour me faire une réflexion, c'est pas pour me taper dessus. Il le fait dans un intérêt commun. Et donc, à un moment donné, si tu veux, même si sur le coup, des fois, t'es pas d'accord, bah après, tu réfléchis, tu dis, OK, pourquoi il m'a dit ça, etc. Et on arrive, si tu veux, à avoir aujourd'hui ce recul, mais il y a plein de moments où on n'était pas d'accord, tu vois. Je pense que le plus gros point de désaccord qu'on a eu, c'est quand on a arrêté le mining. Quand on Quand a on a quoi? arrêté, quand on a arrêté le mining. Mmh. Quand on a arrêté le mining, Alors d'ailleurs, si Laurent, tu veux, avant de parce que comme ça tout le monde comprend bien. Donc au départ les activités, donc c'est du mining et ouais, après c'est ça. effectivement, c'est vrai que vous allez, diversifier vos activités, pour finalement arrêter le mining. Tu peux nous raconter, avant de nous raconter cette anecdote, mais comme ça on la plante, comment évoluent les activités? Alors on dresse quelques années assez rapidement, mais en gros comment ça évolue et comment vous essayez et vous parvenez à vous adapter justement au marché de la crypto qui évolue un petit peu? Ouais, bah en fait, donc voilà, c'est ça exactement. Donc on lance en mai 2017. La première activité, c'est rendre accessible le mining à tous. Donc nous, l'idée, c'est on fait des machines de minage plug and play que les particuliers ou les pros peuvent recevoir chez eux. Donc le début cartonne. En plus, le timing de marché est plutôt très bon. 2017, c'est le bull Mi-2017, run, c'est ouais. ça. Tu commences mi-2017 et quand tu arrives au bull run, mais en fait, quand tu arrives sur le bull run, tout le monde veut parler de crypto, mais en fait, des sociétés crypto, il n'y en a pas 15 000. On fait partie des seuls acteurs qui existent aujourd'hui. Sur la partie mining, on est même quasiment les seuls à ce moment-là. Alors, il y a plusieurs opportunistes qui arrivent sur la vague, mais globalement, on est assez vite en lumière. Et surtout, on a la chaîne d'Owen qui commence à grossir. Et Owen est un des seuls mecs qui parle de crypto et qui est, qui est intelligible. C'est-à-dire que les mecs comprennent. C'est-à-dire que quand les médias veulent parler de crypto, ils invitent un Pecos qui est là depuis 5 ans. Au bout de 2 minutes, ils ont rien compris et tout le monde est perdu. Quand Owen y parle, alors il y a des choses qui sont pas forcément euh, parfaitement exactes, mais en tout cas, ils comprennent et ils ont le gros de l'idée et ça permet de Vulgarise, fonctionner. quoi. Exactement.
Et donc, ça joue forcément beaucoup en notre faveur. Nous, on a joué beaucoup là-dessus aussi, c'est-à-dire que moi, à ce moment-là, j'appelais tous les médias et je leur disais, ça vous intéresse de parler crypto? Non, ils veulent pas parler de crypto, ils avaient peur. Je dis, OK, alors j'ai autre chose. Est-ce que ça vous branche le storytelling suivant? On est trois entrepreneurs, on est dans une petite cave à Florange entre ArcelorMittal et Air Liquide. Ça fait 6 mois qu'on a lancé la boîte, on vient de faire notre premier million de chiffre d'affaires. Du coup, on était obligé d'arrêter nos études. Moi, j'ai 20 ans, mes deux associés ont 19 ans. Ah ouais, ça, super chaud pour faire un article. Et d'ailleurs, un des premiers gros articles qu'on a, c'est un article qui est publié dans le Capital et qui est fait par Grégory Raymond. Grégory Raymond, il est un des premiers gars. Il vient nous voir à Florange. Il vient nous voir à Florange. Quand il vient nous voir, on est 4 dans la boîte. C'est vraiment un des mecs qui a vu le début de ce que c'était, tu vois. Donc c'est assez marrant, ça. Et donc voilà, donc l'histoire évolue. 2018, on fait beaucoup de mining, on a pas mal de clients et on a un client à un moment donné qui vient nous voir parce que du coup, dans la partie mining, soit on fait des installations de petites fermes de minage, soit on fait de la machine individuelle pour du particulier, soit on fait du hosting. Nous, on a des locaux et on a des clients qui n'ont pas de quoi avoir leur machine, donc on a les machines qui sont chez nous. On avait des dispositions qui permettaient de le faire à des bons tarifs, donc on le faisait directement en France. Et on a un client qui vient de Bordeaux, qui vient avec plein de machines. Il avait commencé à miner chez lui. Et il dit, ouais, en fait, pas du tout adapté, j'arrive pas, etc. Est-ce que je peux vous amener? Donc, il vient avec un camion, il amène toutes les machines chez nous. Et donc, du coup, le temps de décharger le camion, de remonter une machine et de te brancher et tout, ça prend une bonne journée. Et donc, du coup, tu passes du temps avec le client. Et il nous parle d'un truc, il dit, ouais, j'ai découvert un nouveau truc et tout, vous devez regarder, si vous allez adorer et tout. Ça s'appelle les masternodes, machin, etc. Okay. On avait déjà entendu parler, mais on n'avait pas du tout regardé le sujet. Et donc, on creuse ça. Et 2 jours après, Owen vient et dit, c'est le prochain produit qu'on doit mettre sur le site, etc. Il faut qu'on fasse pareil avec les mining, on va faire des masternodes plug and play. C'est trop bien, mais les gens, ils n'arriveront jamais à le faire eux-mêmes. On va gérer les masternodes pour eux, etc. Donc on fait OK. Et en fait, 2 semaines après, on lance les premiers masternodes. Alors les premiers masternodes des cryptos qui n'existent plus aujourd'hui. Je crois que la Alors, je seule crois qui doit qu'encore exister encore. aujourd'hui, il y a peu de personnes qui savent ce que c'est un masternode. En Ouais, 2000, c'est un peu l'ancêtre du stacking, si ouais. on veut. C'est les premiers pas, on va dire, du proof of stake, qui se sont après. La principale différence, c'est que là aujourd'hui, faire du stacking, tu peux le faire toi, si tu as des tokens, tu peux directement aller déléguer tes tokens sur un validateur et t'as pas besoin de faire forcément tourner une machine toi et tu peux le faire à partir de un token, tu peux aller directement déléguer. À l'époque, si tu voulais faire du masternode, tu devais héberger toi-même le nœud et tu devais avoir un collatéral. Donc, par exemple, si tu voulais faire un masternode Dash, il fallait avoir, je crois que c'était 1000 Dash pour faire un masternode. Si tu en avais 999, tu pouvais pas. Et quand tu commençais à générer des intérêts, même si tu avais 1100 Dash, tu pouvais pas avoir des intérêts supplémentaires sur les 100 qu'il y avait, parce que tu pouvais pas les rajouter sur la terre. Le nœud, c'était X token. Bon. Et donc, voilà, Dash était le plus connu à l'époque qui faisait ça. Et donc, on commence à faire du masternode à ce moment-là, avec une formule plug and play. Le gros avantage du masternode par rapport au mining, c'est que le mining, si tu veux, les gens, ils devaient investir une quantité d'argent. Euh, C'était dans le hardware et après, ils généraient des récompenses. Mais du coup, avant de parler de rentabilité, tu devais déjà couvrir le coût que tu avais sur le hardware. Alors que quand tu faisais du masternode, tu achetais effectivement un collatéral, mais ton collatéral, il était en token. Donc, il était soumis à la variation du marché. Donc, les variations du marché, c'était beaucoup plus violent que ce qu'on pouvait avoir, que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais tu avais beaucoup plus d'agilité. C'est-à-dire que si au bout d'une semaine, tu te dis, je me suis planté, je veux sortir, même si la crypto a été divisée par deux, tu repartais pas sans rien. Alors que quand tu étais sur le mining, quoi qu'il arrive, tu devais Donc, il y avait un amortissement qui était c'est beaucoup plus ça. facile. Et Et si ta surtout, crypto elle prenait de la valeur, tu pouvais sortir aussi. Et en plus, tu avais et les surtout, intérêts que tu pouvais revendre régulièrement, etc. surtout, tu t'abstrais de toute la logistique du hardware. C'est ça. Et en plus de ça, tu avais des tickets d'entrée qui étaient moindres, parce que le hardware, à ce moment-là, avec l'envolée du prix des cartes graphiques, etc., une machine, c'était quelques milliers d'euros. Alors que là, sur la partie Masternode, tu avais différents types de Masternode, différents projets, mais tu en avais qui étaient à partir de quelques centaines d'euros. Et après, nous, on a été les premiers aussi à faire des Masternodes partagés. En fait, on s'est dit, aujourd'hui, on a suffisamment de volume. Donc, en fait, on peut se dire, nous, on peut faire des nœuds d'avance. Et en fait, on peut
on peut découper les nœuds pour permettre à des gens de rentrer plus facilement. Alors aujourd'hui, ça paraît évident, mais en fait, à cette époque-là, c'est des choses qui n'existaient pas et qui se faisaient pas, tu vois. Et donc Donc, là, parce qu'il faut qu'on avance un petit peu, vous décidez donc d'arrêter le mining à un moment. Et là, en gros, gros désaccord. Tu veux nous raconter? ouais, c'est ça. Bah là, du coup, donc là, ça nous pousse 2019. Et en fait, on arrive au moment où on monte en volume et en compétence sur les deux sujets, mais on a aussi deux industries qui sont de plus en plus en train de s'éloigner, puisque c'est des ressources humaines différentes, techniques différentes. Enfin, c'est pas du tout le même métier, si tu veux. Donc, tu peux pas, si tu veux aller à l'échelle, tu peux pas faire les deux. Si on voulait rester à notre petite taille à nous, ok, pour s'amuser, c'était bien. Si on voulait faire une grosse boîte, tu peux pas faire les deux. Et donc là, bah, il y a des accords de est-ce qu'on n'arrête pas. On s'appelle Just Mining, donc forcément, il y a mining dans le nom, donc les gens sont là-dessus. Euh, Nous, on estimait, Laurent et moi notamment, ne pas être armés pour faire du mining. On voyait le mining qui était en train de se structurer, on voyait The Merge qui se profilait. Nous, on faisait beaucoup de mining par carte graphique. On voyait The Merge qui arrivait tout doucement parce qu'on en parlait déjà à cette époque-là. Donc, demain, Ether, plus possible de le miner. C'était quand même la crypto la plus rentable. Donc, il fallait faire de l'ASIC. C'était quelque chose qu'on maîtrisait un petit peu moins, qui a des contraintes qui sont différentes. Et on voyait des gros qui étaient en train déjà de se délocaliser. Il y avait quasiment plus rien qui se faisait en France. Nous, on n'avait pas de relation suffisamment avancée avec les fournisseurs pour faire. On n'avait pas de relation dans les zones géographiques pour faire du mining, pour s'installer. On n'avait pas de compétences logistiques ou au niveau énergétique, etc., pour bien maîtriser tout ça. Donc, ça nous paraissait moins jouable. Mais la réalité, c'est qu'on était au moment où tous les gens qui rentraient dans la crypto, ils rentraient aussi par Bitcoin. Et en fait, quand on t'explique ce que c'est Bitcoin, à l'époque là, quand on t'expliquait les cryptos, on t'expliquait Bitcoin, on t'expliquait comment ça marchait Bitcoin. Et donc, très tôt, le mining arrivait dans la discussion. Très tôt dans l'éducation, le mining arrivait. Et comme les gens, pour eux, les cryptos, c'était quelque chose de très abstrait, de très flou, en fait, quand tu leur parlais de mining, là, ils arrivaient à. Parce qu'à l'époque, il faut aussi peut-être se souvenir qu'en 2018, et même bon, 2018, ça commence, mais même 2019, c'est compliqué d'acheter des crypto-monnaies. Soit tu dois Ah oui, passer par des échanges et ils sont très peu accessibles en termes d'interface et ça fait un peu peur le côté bougie, trading et tout ça. Il y a très peu de brokers ou alors ils sont encore petits. Et donc, effectivement, le seul moyen pour acquérir des crypto-monnaies, enfin le seul, l'un des moyens qui, à l'époque, effectivement, marche bien, c'est pas de les acheter, c'est de les créer soi-même. Donc peut-être qu'à ouais, l'époque, le paradigme est différent qu'aujourd'hui aussi. ouais, clairement. Et puis, c'était surtout cette partie tangible, si tu veux. Les gens ne comprenaient pas investir dans la crypto. Par contre, ils comprenaient investir dans du matériel et ils disaient, au pire, demain, j'ai le matériel, je le vois, il est concret, j'arrive Ouais, à, c'est ok. palpable. C'était Raisonnement surtout de ce. boomer un peu, mais à l'époque, ouais, ok, je Non, comprends. mais c'était vraiment ça le raisonnement à l'époque. Donc voilà, donc il y avait cette et aussi tu voyais que en termes de trafic, etc. Les gens recherchaient beaucoup ça. Donc ça veut dire que c'était aussi un point d'entrée hyper important. Et d'ailleurs, quand on a arrêté le mining, pendant longtemps, on a continué à garder des pages dédiées au mining En sur termes le de site. référencement, ouais, bien Parce sûr. que pour le référencement, c'était hyper important. Et donc, Donc, alors, parce qu'il faut qu'on avance, et je suis désolé, en vrai, on pourrait passer 2 heures. J'adorerais, mais donc, toi, tu es plutôt partisan d'arrêter le mining parce que tu vois le marché commencer à s'essouffler et surtout pour vous, en tout cas, il est plus scalable à un moment donné. ouais, c'est surtout ça. C'est surtout une question de mœurs. C'est-à-dire que j'ai des convictions sur le fait que cette industrie continuera à perpétuer et se développera, etc. Je suis pas sûr qu'on fera partie des acteurs qui sont capables de jouer cette partie-là. Et donc voilà. Et donc ça prend quelques temps. C'est pas une décision qui se fait du jour au lendemain, mais au final, bah tu vois, typiquement là, on Et obtient donc, entre ça veut guillemets dire, gain de non, mais cause. concrètement, ça veut dire qu'Owen, lui, il était plutôt partisan de continuer le mining, c'est ça? Ok, Ouais, donc ouais. c'est ça l'idée. C'est quand toi, avec le deuxième associé, rappelle-nous son nom. Laurent. Laurent. Donc toi et Laurent, vous êtes plutôt fan de, écoute, le mining, peut-être qu'on a fait notre temps et qu'il faut peut-être qu'on fasse autre chose parce que c'est plus difficile pour nous. Et Owen, lui, dit, il veut faire les deux. Ouais, ouais, bah puis en plus, en fait, Owen a déjà un espèce de biais qui est hyper compliqué pour lui, c'est que comme lui, il parlait déjà, il était déjà très connecté dans l'écosystème, beaucoup plus que nous, au niveau français, mais aussi au niveau international. Donc lui, si tu veux, il avait beaucoup plus de connexions avec les gens de Ouais. l'écosystème. Il voyait beaucoup plus de choses. Donc si tu veux, lui, Il a il voit peur des aussi op-. parce que sa communauté, elle lui demande du mining et lui, du jour au lendemain, il va dire à sa communauté, je vous fournis plus de mining. Ça aussi, ça doit être un biais qui doit pas être simple de concilier le côté leader de communauté et chef d'entreprise. Ouais, ouais, bah puis après, tu as aussi est-ce que les gens ils demandent, est-ce que les gens ils font réellement? C'est-à-dire que tu as beaucoup de gens qui disent dans les commentaires sur YouTube, sur Twitter, ou qui envoient des messages en disant j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci, etc. Et qui au final, bah, derrière,
la réalité, c'est que ça se matérialise pas, tu vois? Mmh. Et après, donc tu as la réalité de ce qu'il y a en vitrine et de ce qui se passe réellement dans les coulisses. Et donc lui, bah, il voyait encore beaucoup de choses. Il était peut-être en contact plus. Lui, il avait l'impression et tout, mais à un moment donné, il peut pas tout faire en plus. C'est-à-dire que peut-être lui, il aurait été capable de continuer à vendre du matériel, mais le sujet, c'était même pas de le vendre. C'était tout ce qui se passait après où on aurait eu plus de difficultés, quoi. Et, euh, Comment et donc vous voilà. arrivez à le convaincre alors? C'est quoi le déclic pour qu'à un moment donné, il dit: «OK, j'avoue, vas-y». Bah, après, c'est beaucoup de discussions où on pose des trucs et tout. Bah, puis à un moment donné, voilà, on est capable de se parler. À un moment donné, il accepte. Alors, je t'avoue, j'ai plus les détails. La principale chose, c'est qu'on n'était pas d'accord, que ça a OK. pris un peu de temps et qu'à un moment donné, il a dit bon bah ok, on arrête. Et je pense qu'un des éléments qui a fait c'est que après les masternodes, il y a eu le stacking et en fait sur le stacking, on voyait déjà beaucoup plus de possibilités. On voyait beaucoup plus d'altcoins qui étaient aussi en train d'émerger. Donc, tu avais un relais de croissance aussi qui permettait de se dire, OK, la transition, elle peut se faire elle peut se faire plus sereinement aussi, quoi. OK. Et Alors, voilà. il y a deux affaires que je voudrais, sur lesquelles j'aimerais revenir avec toi. C'est l'affaire Luna Ouais, et l'affaire FTX, qui sont deux moments de gestion de crise pour une entreprise et ouais. particulièrement en termes de communication pour Meria. Mais je ne voudrais pas sauter des étapes. Entre le moment où on s'est arrêté, où vous vous concentrez sur le stacking, donc en fait, les personnes, ils vous confient leur crypto pour que vous les stakiez pour eux. Les deux, en fait. Les deux. C'était ça. Et c'était ça. Et nous, d'ailleurs, ça a été aussi un des points clés et un des points qu'on a regardé, c'est que aujourd'hui, en réalité, Meria, les gens nous voient comme une plateforme d'investissement. Notre cœur de métier, on, on est un stacking provider. C'est-à-dire que Donc nous, vous, notre ouais, cœur de c'est ça. métier, c'est Ouais. opérer des validateurs. Aujourd'hui, moi, je génère plus de revenus sur la partie on-chain que sur la partie plateforme. Tu vois, c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, la plateforme est un des canaux de distribution de notre expertise technique, qui est la partie stacking. Donc on grossit sur le stacking, on commence à en faire ouais, à partir de 2019. Au début, on le distribue exclusivement sur la plateforme. Petit à petit, on laisse la possibilité aux gens de déléguer directement on-chain. Donc 2019-2020, globalement, le marché est plutôt calme. 2020-2021, bah, forcément, saison magnifique. On a la DeFi Summer, après on a parlé NFT qui dure. On arrive à notre pic où on touche quasiment le demi-milliard à la enfin, en novembre 2021, quand on est au de Bitcoin. Alors, le milliard, hein, c'est qu'on a listé aussi des tokens qui ont fait des performances de EGLD qu'on liste très tôt, Matic qu'on liste très tôt, et donc voilà, plein de tokens comme ça, qui ont l'impression par ceux qui les ont achetés quand on les a listés, on est encore sur des multiples d'un. Matic, parce que Matic, c'est un des plus marquants. Matic, c'est liste à 1 centime. Donc les gens qui sont entrés au début, ça fait des trucs. Et après, bah, 2022, année beaucoup plus UST et, euh, et FTX. Alors UST Luna qui nous impacte là pour le coup directement beaucoup plus, puisque bah, nous on était indexé au protocole, c'est-à-dire que on avait aussi un produit de lending donc, qui permettait d'avoir du rendement sur les stablecoins, où on était diversifié sur plusieurs protocoles, dont sur le protocole Encore qui permettait d'avoir des rendements sur UST. Et donc bah là, bah, forcément, le protocole enfin, UST qui déraille, tout leur écosystème qui part en fumée en quelques heures. Et donc, bah, du coup, on affiche des pertes sur le produit. Donc, c'était un des risques qui était affiché, mais globalement, ça fait quand même cataclysme dans l'écosystème. Et les gens, même si savaient que le risque existait, globalement, dans leur esprit, un stablecoin, c'est un stablecoin, donc ça restera au dollar. Ça fait un petit peu ça fait un petit peu de dégâts. Donc nous, globalement, pour l'histoire, sur le produit de lending, ça fait ceux qui ont perdu le plus ont perdu, je crois, 38 ou 39% du capital qui était investi. Donc ils ont pas tout perdu, hein, ils ont perdu Comment 38 à vous, 39. comment vous gérez? Parce que l'idée surtout, c'est de s'intéresser à savoir quand vous apprenez la nouvelle et que vous voyez justement Luna qui est en train Ouais. de s'effondrer, l'UST qui est en train de dépeg. C'est ça qui nous intéresse. Et dans les bureaux, est-ce que vous êtes chez vous? Est-ce que vous vous retrouvez? À ce moment-là, il faut réfléchir à limiter les pertes. Est-ce qu'on se dit à ce moment-là, ça va se régler? Puisqu'en fait, jusqu'au bout,
Ouais, Je veux dire, personne n'est assez malin pour dire soit ça va mourir, soit ça va se régler. Et clairement. comment on communique auprès des clients? Tu peux nous Alors, raconter heu c'est un bon point que tu soulignes parce qu'effectivement, post-event, il y en a beaucoup qui ont post-event, il y en a beaucoup qui savaient ce qu'il fallait faire, mais c'est vrai que quand on était sur le coup et tu vois, donc comment ça s'articule? Donc, heu, UST commence à dépeg. Au début, pas, de manière pas trop importante. C'est-à-dire qu'au début, il a une période où en fait, il est aussi entre je crois 91 et le dollar et il fait un peu comme ça. Il avait déjà décroché un petit peu, pas autant, mais il avait déjà décroché un petit peu. Donc si tu veux, on fait. Mais en fait, il y a l'engrenage, il fait et il n'arrive pas à le faire. Et il y a un mouvement d'un peu de FUD qui est en train de se créer. Donc nous, assez rapidement, tu as une espèce un espèce de comité de crise qui se met en place avec où tout le monde reste du coup au bureau, enfin en tout cas les personnes concernées. Ce qui a été hyper intéressant, c'est de voir que tout le monde a été hyper concerné, tu vois, et personne n'a paniqué. Il n'y a pas eu de mouvement de panique. Et il se passe quelque chose, comme on trouve des solutions, on paniquera après, mais c'est ça de paniquer. De manière, il faut trouver des solutions. Donc il y avait chacun avait des rôles attribués. Il y avait une cellule qui était dédiée au support client pour répondre aux clients qui posent des questions sur le sujet. Il y avait une autre équipe qui était vraiment sur la partie opérationnelle pour pouvoir exécuter les ordres le plus rapidement possible et prendre. Parce qu'il y avait aussi un sujet, c'était que les clients qui étaient positionnés dessus, on ne pouvait pas exécuter d'ordre en leur nom. Donc c'était ça le gros problème, c'est qu'on ne pouvait pas déboucler. Donc si tu veux, très rapidement, il fallait communiquer au client, OK, il est en train de se passer ça, les solutions qui sont à vous, c'est ça, ça. Et il fallait que les clients soient prêts à réagir vite parce que si le client, du coup, ne donne pas de solution, donc voilà, Que donc vous, si tu vous veux, il y avez a... pas l'autorisation, vous Non, avez pas l'agrément qui vous permet de, faire des t'as ordres pas, au compte d'autrui, quoi. Ouais. exactement. T'as pas le droit de déboucler la position pour le Donc là, compte du comment client. on fait? Parce que vous avez combien de clients à ce moment-là? T'as, alors, le nombre de clients, je crois que tu as 4000 clients qui sont positionnés sur le produit. Et au final, tu en as 800 qui encaissent des pertes allant de 1 dollar jusqu'à plusieurs centaines de milliers de dollars. Concrètement, tu peux pas, enfin, c'est impossible qu'il y ait 4000 clients qui te répondent. Donc ça veut dire qu'il y en Impossible. a, tu vois, chaque seconde leur, truc et en fait, tu leur écris tu les communiques comment? Tu des mails? T'as une cellule, t'as une cellule support donc qui passe son temps à appeler les gens pour leur Téléphone, expliquer. Il y ouais, a aussi toute une communication ouais. publique qui est faite, alors par mail et sur le blog et sur les différents canaux, sur les canaux de web notamment, pour dire OK, il est en train de se passer ça. Enfin, l'idée c'est de multiplier les canaux pour que Là, vous l'information elle appelez tout le circule. monde à dire: «Voilà les gars, on a besoin de votre autorisation pour déboucler». C'est la stratégie Alors, qu'on vous recommande. en fait, alors pour ceux qu'on avait au téléphone, on pouvait recommander une stratégie, mais comme tu l'as dit, à ce moment-là, on ne sait pas si ça va remonter ou pas. Alors justement, C'est-à-dire ouais, que c'est ça. Donc vous c'est ça informez qui est de la délicat. Donc situation nous, et en là, fait, vous leur donnez les nous, différentes c'est ça. Nous, stratégies l'idée, possibles et c'est le c'est de client dire, qui décide? exactement, c'est de dire, il se passe ça, les options, c'est ça ou ça. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire? Alors forcément, tu en as plein qui disent, bah toi, qu'est-ce que tu ferais, etc. Donc tu donnes ton opinion sur le truc. Mais effectivement, comme tu dis, à ce moment-là, et du coup, nous, en parallèle aussi, ce qu'il y a, c'est que tu as une cellule, notamment Owen et moi, où nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps en contact avec les autres acteurs de l'écosystème. C'est-à-dire que on discute avec les autres exchanges, on discute avec Swissborg, avec Binance, avec autres et tout, pour savoir vous en êtes où, c'est quoi vos positions, est-ce que vous avez des infos et tout, tu vois. Et en fait, là, tu as tout l'écosystème qui est connecté. Et en fait, la réalité du truc, c'est qu'à ce moment-là, tu te rends compte que personne ne sait, en fait. Personne n'a plus d'informations, personne ne sait réellement comment ça va se passer, etc. Donc, quand on a après beaucoup qui disent des choses, la réalité, c'est qu'à ce moment-là, personne ne sait ce qui va se passer. Et nous, on a été en contact avec tout le monde, avec les plus gros et avec des plus petits, et tu savais pas ce qui allait se passer. Et après, en fait, en réalité, ça se passe assez vite, hein, parce que je crois qu'en 48-72 heures, le stablecoin, il déraille complètement. Mais même après qu'il déraille, tu avais encore des gens qui reprenaient des paris dessus en espérant qu'un jour, il remonte, Il y etc. a Tu vois, donc, encore il y a encore du trading sur Luna aujourd'hui, ouais, hein. il y a encore des trucs sur là. Donc, voilà, donc non, ça a été assez compliqué. C'était avec du recul, en vrai, expérience intéressante à vivre parce que bah, du coup, en fait, la gestion de crise, on te dit toujours ça peut arriver, mais en fait, tant que tu n'y es pas confronté, tu peux pas le matérialiser. Donc, ça te permet aussi de voir, OK, comment tes gars ils réagissent dans cette situation. Est-ce qu'il y en a qui paniquent? Est-ce qu'il y en a qui font des conneries, etc. Tu vois? Et pour le coup, alors il y a eu des choses après tu tires les leçons de ça, tu vois, après tu dis, OK, bon, ça on a bien fait, ça on a moins bien fait. Après tu mets en place des protocoles, etc. Parce que aussi de cette Qu'est-ce que vous auriez fait différemment, justement? S'il y a un truc que vous auriez fait différemment,
Ouais, je pense qu'il y a des choses qu'on aurait fait différemment, notamment avec certains clients, parce que du coup, il y avait certains clients avec lesquels avait beaucoup de proximité, donc du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont faites sur des échanges oraux, tu vois, et des trucs, tu vois. Alors, on n'a pas eu des litiges, en tout, on en a eu 6, on en a 2 qui sont encore en cours, tu vois, et sur les 6, il y en a vraiment 2 qui sont de très mauvaise foi, pour le coup, tu vois, Bon, et bah, c'est des notamment gars qui vous attaquent et qui, en gros, mettent un, la responsabilité donc exactement, essentiellement sur vous exactement, et tu qui vois. demandent, bah, le Ouais. couvrement des pertes et peut-être des dommages et intérêts, grosso modo, C'est ouais? ça, c'est ça. Et il y en a notamment un des deux, tu vois, où au début, il était en call avec un gars de chez nous qui est un peu plus junior. Et déjà, il lui a très très mal parlé, tu vois, c'était vraiment très très respectueux. Moi, j'ai repris le call et tout. Et après, au final, là, ce qui est en train de se passer dans le jugement, tu vois, moi, je l'ai eu au téléphone, ce gars, et c'est pas du tout le truc d'échange. Et nous, quand on avait des échanges, quand il était avec moi, il était beaucoup plus calme, beaucoup plus respectueux. Et quand il repassait avec l'autre gars, il redisait des trucs totalement différents. Donc c'est ça où tu apprends que, bah, sans dire il faut pas faire confiance, mais en tout cas, sur des sujets comme ça, tu, tu mets tout à l'écrit. Ouais. Tu mets tout à Non, mais l'écrit, c'est tu c'est reposes tout intéressant ça. parce qu'en plus, c'est un sujet qui est assez peu évoqué, publiquement et ce qui est assez normal d'ailleurs, c'est qu'il faut pas Bien oublier sûr. que, derrière, du marketing, du branding, derrière un produit, il y a aussi une relation client, et que quand tout se passe bien, bah, tout va bien, mais que lorsque ça va un peu mal, bah, là, effectivement, tu as la nature humaine, en fait, qui naît. Et tu peux pas en vouloir aux gens parce que si tu veux, tu as aussi plein de gens où tu sais pas exactement dans quelle disposition ils sont, tu vois. Le truc que j'ai constaté, c'est que la réalité, c'est que les plus gros clients sont ceux qui ont été les moins chiants. Parce que c'est des Comment gens ça, qui ont une ouais. culture c'est Ouais. ceux qui ont une culture des gens qui ont une culture d'investissement et en fait quand ils mettent ils savent pourquoi ils mettent et ils savent c'est quoi les risques. Donc si tu veux, moi il y en a certains, le client qui a perdu le plus, il a perdu quasiment 500 000 tu vois, quand je l'ai appelé il m'a dit ok ben pourquoi tu m'appelles, tu vois. Je dis bah pour expliquer la situation machin ça. Il dit ouais bah écoute, il dit tu penses qu'il faut déboucler ou pas. Je dis bah machin. Il dit bah écoute on laisse, de toute façon il m'a dit voilà un produit qui peut rapporter X%, il dit je sais qu'il y a des risques donc bah écoute Il a perdu bah, 500 000 € sur cette ouais. histoire. Ouais, on a un gars qui a perdu 500 000 balles. Et tu vois, lui, typiquement, ok, enfin, next, tu me Après, dis ça quand. dépend. Alors évidemment, il y a le côté, le mec, il est habitué, il sait là où il Bien sûr. investit. Il y a aussi sans doute une question de surface financière. Et puis, mais naturellement, ça rentre en compte. Et c'est pour ça que tu en as qui ont perdu peut-être 1000 balles, mais qui ont été plus infectés que lui, parce que Bien peut-être sûr. c'était beaucoup aussi, tu vois. Et donc, voilà, donc c'est là aussi, après, et c'était aussi à un moment donné où là, on est 2022, donc il y avait effectivement déjà de la conformité, mais qui n'était pas aussi poussée qu'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas encore, qui n'étaient pas aussi appuyées. Donc Alors bah, après, après, depuis fin 2021, 2022, on est un. fin 2021, vous êtes obligé de vous conformer à Ouais. l'enregistrement PSAN. On a le PSAN en mai 2021. Donc c'était fin 2020 où c'était obligatoire d'être enregistré? Alors, je crois que c'est à partir de fin 2020, effectivement, que tu OK. dois l'être. Donc Et vous l'êtes en 2000, donc il y a pas d'activité pendant 6 mois, en gros? en fait, tu avais une tolérance pour les acteurs qui étaient déjà existants. Donc, on pouvait continuer certaines des activités pendant ce temps-là. Ah ouais, d'accord, En c'est fait, si tu avais déjà déposé ton dossier, parce que nous, en fait, le dossier, il a mis 12 mois avant d'être validé. Parce qu'en fait, les 8 premiers mois, quand on dépose le dossier, les 8 premiers mois, c'est uniquement de la discussion et de l'éducation du régulateur. Parce que oui, nous, mais quand vous, vous on, faisiez pas d'achat-vente de crypto aussi, donc c'est pour ça on, aussi. on en faisait aussi, mais on faisait pas que, tu vois. À Mais l'inverse de ça, ça, vous avez dû l'arrêter pendant 6 mois? Non, même pas? non, on pouvait toujours le faire. Honnêtement, je sais plus Ouais, exactement. bon. Effectivement, il y a des choses qu'on pouvait plus faire. Je crois que c'était vraiment sur la partie marketing où on était très Ouais, limité. d'accord, OK. Tu vois, on pouvait Donc rien faire. effectivement, donc c'est ça, donc bon, il faut qu'on avance, mais concrètement, effectivement, la mise en conformité, elle se fait, entre 2020 et 2022 grosso modo et après, il y a des aujourd'hui, au niveau réglementaire, c'est tenable ou est-ce que vraiment c'est insupportable? En vrai? Non, c'est très compliqué. Vraiment, c'est très très compliqué. C'est très compliqué parce que plus tu grossis, plus on t'impose de choses, plus on t'impose d'outils. Ces outils-là coûtent très cher.
ces outils-là demandent des ressources techniques pour être Typiquement, intégrés. c'est quoi? C'est Score Chain, Chain Analysis, et cetera, pour tracer les flux, provenance des fonds, origine des fonds, AML, LCBFT, ou il y a autre chose aussi? Ouais, ça fait partie des outils, mais c'est pas les seuls. Tu vois, tu as aussi Ouais. des outils comme Solidus qui te permettent de vérifier les market abuse, qui permettent de vérifier parce qu'on doit aussi traquer les flux euros qui rentrent. Donc, c'est encore des outils différents. Et tu dois avoir aussi, du coup, de la ressource humaine compliance pour interpréter les outils, les utiliser, Faire les etc. signalements, traiter avec, ouais. Traiter avec TracFin, traiter avec tous ces histoires-là, etc. Mais du coup, bah, cette ressource humaine, elle coûte cher. En plus, c'est en constante évolution, c'est-à-dire que des fois, tu mets des choses en place qui demain sont plus forcément d'actualité, ou des fois, bah, tu vois, typiquement là, on est à même pas 2 mois de l'entrée en vigueur de Mika. Il y a encore des choses qui sont pas claires, tu vois. Et donc là, dans une position comme l'autre, c'est de dire, bah, en fait, on ne peut pas passer 3 mois à intégrer techniquement un outil, et ces 3 mois, tu les passes pas ailleurs, et tu mobilises de la bande passante de tout le monde, pour un outil où tu sais pas exactement comment Vous tu avez vas déjà l'utiliser. envisagé de quitter la France? Hum, pour l'instant, on n'a jamais été suffisamment bloqué pour l'envisager réellement. Mais, euh, mais oui, c'est des choses qu'on regarde, tu vois. Alors après, on a un temps regardé le Luxembourg parce que c'était pas très loin, tu vois. Ouais. Mais après, le Luxembourg reste dans l'Union européenne, donc finalement, tu restes dans les mêmes dispositions. Après, tu as la Suisse qui est pas trop loin. Mais en fait, tu règles pas le problème en faisant ça, puisque comme nous aujourd'hui, la majorité de notre clientèle sur la partie centralisée, elle est française. Ah oui. Mais en fait, quoi qu'il arrive, tu dois respecter les obligations françaises pour adresser la clientèle française. Donc c'est un non-sujet en fait. En fait, quitter la France pour ces raisons-là est un non-sujet. Il y aurait d'autres raisons pour lesquelles on pourrait, mais sur cette Fiscal, notamment, bien sûr. ouais, voilà, je suis fier, surtout qu'on a certaines activités, tu vois, notamment toute la partie on-chain, on pourrait très bien envisager de la découper et de la mettre ailleurs, quoi. C'est pas du tout un sujet pour l'instant. Et nous, on avait été très clair, on a rencontré des politiques au niveau local, au niveau national. Et le discours, il a toujours été très clair. Et le discours, il est clair aussi sur la position d'ON, tu vois, c'est tant qu'on peut se développer ici et qu'on estime que la partie, elle peut se jouer ici, on la joue ici. Euh, si à un moment donné, ça devient trop contraignant, bah, on fera ce qu'il faut parce que l'objectif, c'est la pérennité de la Mais structure. en tout cas, mais en tout cas, en un mot, hein, c'est de pire en pire. Ou est-ce que tu sens Honnêtement, on a le ouais. sentiment, mais c'est En fait, très en fait, ouais, non, mais si, il y a un vrai sujet. Et moi, tu vois, typiquement, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, m'interpelle et m'interroge beaucoup, tu vois. Parce que les États-Unis sont déjà en réalité très forts sur le sujet. Tu vois, aujourd'hui, les gros acteurs sont là. Si on leur donne aujourd'hui de la clarté réglementaire et des moyens encore supplémentaires pour pouvoir se déployer, bah, ils vont arriver en France enfin, ils sont déjà en France d'ailleurs, mais ils vont arriver en Europe et ils vont être beaucoup plus forts et tu pourras, enfin, tu peux pas rivaliser avec d'un point de vue marketing ou autre, tu peux pas rivaliser avec Coinbase, tu vois, ils sont beaucoup trop gros. Et d'ailleurs, c'est pour ça où nous, la partie technique et on-chain, c'était une volonté de la garder en interne parce que notre vrai métier, il est là et aujourd'hui, sur ces sujets-là, on peut répondre, tu vois. Et on a même des axes de synergie avec des acteurs, avec des gros exchanges sur la partie Ledger. Parce que cette partie-là, ils la font pas. Ou alors, ils la font comme Kraken, qui a acheté Staked et qui le fait à travers une entité dédiée, tu vois. Et Ou donc comme, potentiellement, c'est aussi une possibilité que demain, il y a un énorme acteur américain, il vient, il vous achète en fait et il vous intègre. c'est possible. C'est possible. Et d'ailleurs, il y avait déjà eu des choses. À l'époque, quand on est C'est 2000, Binance qui vous avait sollicité quand ils étaient Papsan, non? Il y a pas eu ça? ouais, alors Binance avait fait un petit tour de France à un moment donné quand ils étaient Papsan, effectivement, mais c'était pour le sujet réglementaire plus que pour le sujet tech. Mais il y a eu FTX, même FTX avait tâté un peu le sujet, tu vois. D'un coup, là, Kraken a racheté une boîte, je crois, aux Pays-Bas, si je dis pas de bêtises récemment. Bah, ils avaient regardé aussi plusieurs boîtes françaises. Alors pas Il Myriad, y du a coup, parce que Robinhood en tout cas qui a acheté Bitstamp. Robinhood qui a acheté Bitstamp, donc ouais, il y en a beaucoup qui regardent, tu vois. Donc aujourd'hui, nous, il n'y a pas de discussion avec quelconque acteur, mais effectivement, ça fait partie des sujets qui peuvent. Et puis si à un moment donné, enfin, ça Triste, dépend de la manière dont ça peut se faire. Mais je mais veux c'est dire, si à un triste. moment donné, Ouais, moi ça m'attriste énormément et mais surtout, il y a un truc qui est encore plus, qui moi m'interpelle encore plus, c'est que au niveau réglementaire, on t'impose des outils qui des fois existent pas. Mais si tu regardes aujourd'hui les outils qui sont utilisés par les plateformes françaises européennes, c'est quoi? Genesis, TRM, Fireblocks, tous ces acteurs-là, c'est des acteurs qui sont américains. Donc, c'est-à-dire que la réglementation française t'impose l'utilisation finalement d'outils américains, tu vois. Donc, on dit qu'on a de l'avance sur le cadre réglementaire, mais en fait, on te fait utiliser des outils qui viennent,
qui viennent des États-Unis. Donc, C'est vrai qu'en termes de souveraineté, c'est un sujet de souveraineté qui est terrible, tu mais bon, vois. quand tu sais que au ministère de l'Intérieur, ils utilisent des outils américains, tu te dis que même au plus haut niveau de l'État en matière de sécurité, de lutte antiterrorisme, etc., les outils qu'ils utilisent sont essentiellement des outils américains. Donc en vrai, je crois que c'est une lubie. En ce moment, on parle de souveraineté alimentaire dans le cadre de l'actualité sur l'agriculture très, très rapidement, hein, alors qu'en fait, on sait très bien que c'est juste un nom sur un ministère, parce que la réalité, c'est que même au niveau alimentaire, la souveraineté, elle est de moins en moins Non, facile. je suis pas expert du sujet, mais moi, j'ai ma famille qui vient de l'agriculture, si tu veux. Donc, moi, j'ai mon père, mes oncles, mon frère qui sont agriculteurs, ma sœur qui est pas agriculteur, mais qui elle, J'espère qu'ils sont dans qui- le vin et les champagnes, hein, parce que sinon, ma sœur, ouais, elle est dans ah, le, bon, ça va dans alors. le- Peut-être que le les autres, Mercosur, ça va être bien pour elle, mais sinon, les autres. Bah après, t'as un vrai sujet aussi, hein, avec si Donald Trump il augmente les taxes sur l'importation aussi, t'as des sujets aussi sur ça qui sont en train de potentiellement inquiéter les sciences. Donc oui, non, clairement, t'as des vrais sujets. Et c'est là aussi où des fois, tu sais, je fais le parallèle où je me dis, bon, en vrai, on a l'impression qu'on est très chahuté au niveau crypto. En réalité, tu te rends compte tous les secteurs d'activité sont chahutés à ouais, leur mais niveau. la différence pour moi, enfin, il y en a deux. La première, c'est que vous n'avez pas de tracteur pour monter sur Bruxelles. Donc, en termes de nuisance, voilà, mais on est au niveau médiatique. C'est-à-dire que les autres secteurs qui sont touchés par la mondialisation sont pour beaucoup historiques, structurés, ils ont leur place dans les médias, ils peuvent faire des happenings. Et ils ont pas, en plus, ils ont le soutien de l'opinion publique. Genre les agriculteurs, typiquement, on les adore, tu vois. La crypto, vous avez le poids du régulateur, la perte de souveraineté, etc. Quasiment aucun soutien politique. Au niveau de l'opinion publique, bah, ce n'est pas encore un enjeu de société, donc il y a finalement assez peu de relais. Voilà, c'est assez faible. Même limite, vous avez pour certains une mauvaise image. Oui, oui, on peut le voir comme ça. Pardon Après, si le tableau est un peu noir, mais tu vois, non, non, mais non, mais et on est aussi plus jeune, donc si tu veux, c'est aussi logique. C'est aussi logique si on prend par rapport aux années d'existence, si on compare le secteur de la crypto et le secteur de l'agriculture, tu as quand même une paire d'années de différence. Donc forcément, on n'a pas eu le temps de se structurer à la même échelle. est-ce que tu as 5 ou 10 minutes de plus, Thibaut? Tu me dis. Oui, Ok. oui, oui, pas de Alors, problème. j'ai prévenu notre prochain invité qu'on va prendre 5-10 minutes de plus parce qu'il y a un ou deux sujets que j'aimerais voir avec toi avant de te libérer. On a parlé de Luna. Merci pour la transparence et de nous avoir raconté un petit peu comment ça s'est passé. Et pour le coup, je pense que c'est très important pour tout le monde qui comprenne qu'effectivement, à l'époque, personne ne savait, c'est vraiment ce que je retiens. Et deuxièmement, cet effort de rester peut-être toute la nuit pour essayer justement de joindre le plus de clients possible pour avoir leur ordre, parce que vous ne pouvez pas les passer pour eux. FTX, parce qu'effectivement, alors j'ai regardé une interview que vous aviez donnée sur le journal du coin, Owen et toi, Ouais. dans lequel Owen dit une expression que j'ai trouvée très amusante. Je crois qu'il parle de coups de poignard et coups de fusil entre UST et FTX. Et en fait, C'est en pas gros, cette expression. c'était un truc comme ça, tu vois. Et en gros, c'est vrai que ça arrive de quasiment à la suite, quoi, tu vois. En plein bear en plus. Donc, tu sais, tu as le bear, plus toutes les histoires. Bref, horrible. Alors, parlons d'FTX. Vous, est-ce que vous êtes exposé dessus? Vraiment, j'en ai aucune idée. Question très ouverte. Je n'ai pas eu le temps de me renseigner, mais est-ce que ça vous impacte? Et comment vous réagissez là-dessus? Et deuxième question, toi, Thibaut, à titre perso, est-ce qu'à un moment donné, toi, t'es dessus, est-ce que tu as perdu de l'oseille? Donc, comment tu fais la part des choses entre toi, à titre perso, tu es peut-être un investisseur crypto, comme on est tous et tout, et à côté, tu as la boîte où tu as des gens qui comptent sur toi, que ce soit les salariés, les clients, etc. Bah, alors, ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que Meria n'était pas impacté par FTX pour le coup. Et moi, à titre perso, j'étais pas non plus exposé à FTX. J'avais un compte FTX, mais j'avais pas de fonds dessus. Donc, si tu Ok. veux, je perds pas d'argent à titre perso. Euh, à l'inverse de UST, tu vois, quand on parle de UST, nous, on s'est occupé de nos clients, mais nous, Vous quand étiez on a exposé vous aussi à titre nous, perso. on était exposés, tu vois. Et d'ailleurs, le client qui perd le plus d'argent parce que je t'ai parlé du client 500 mais en fait, le client qui perd le plus d'argent sur le produit, c'est Wen. Ouais. Et si tu prends le top 10, dans le top 10, tu en as 4 qui sont des gens de chez nous, tu vois.
Si tu veux une anecdote, moi, je suis Vas-y. un des pires traders du monde, OK? Tout ce que j'achète, c'est au top, et voilà. Mon wallet, c'est un cimetière de NFT et de crypto, mais c'est pas grave. Le seul coin où j'ai fait de l'oseille, c'est Luna. Je l'ai Bah acheté à écoute, ouais. je l'ai acheté à 1 $ et je l'ai vendu en DCA, en gros, entre 40 et 100. Bien. Je n'étais pas attaché à ce coin et je faisais pas de DeFi. Donc moi, je faisais pas tout ce qui était yield et tout ça, donc je m'en foutais. Ouais. Moi, je l'avais juste acheté parce que j'avais vu un jour un influenceur en parler et j'en avais accumulé beaucoup et je l'ai vendu en DCA parce que j'étais pas attaché. Pour être très honnête, je crois que je connaissais même pas le concept véritablement derrière de l'émission de l'UST, etc. Et donc, effectivement, je crois que j'ai mis 500 et j'ai récupéré bref, une somme sympa, tu vois. Et en fait, c'est un des seuls coins, et pourtant, j'estime pas avoir le nez creux, hein, vraiment, c'est juste un coup de bol, mais c'est comme quoi ça peut arriver que le Ouais. pire des traders fasse parfois un move, voilà. Ah Donc, ben c'est sûr. personne ne savait. Et d'ailleurs, du coup, pour vous dire, effectivement, alors j'ai pas perdu d'argent sur FTX. Par contre, j'avais un peu de FTT. Alors, il n'était pas sur FTX, mais j'avais un peu de FT, mais pas grand-chose, tu vois. Donc, effectivement, ça, À l'époque, j'ai le perdu FTT, c'était le token de la plateforme. le token de la plateforme FTX. Ouais, tout à fait. Et donc, si tu veux, nous, à titre Meria, donc pour le coup, l'épisode se passe plutôt bien. Après, avec le recul, tu vois, aujourd'hui, FTX, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mal à Ouais, l'écosystème ouais, que Luna, tu vois. Donc, nous, on n'a pas été impacté, mais en termes euh, de pédagogie, parce que FTX, ça touché beaucoup de monde, donc ça a été très, très, très médiatisé et pas forcément correctement médiatisé. Donc ça a fait beaucoup de mal et il a fallu cravacher pour faire revenir, pour faire du monde. Encore aujourd'hui, dans la finance traditionnelle, ouais, FTX est encore un vecteur bloquant, hein. ouais. Il y a encore des répercussions et tu as beaucoup de boîtes qui en fait, bah, justement, ont été touchées par Luna de manière plus ou moins forte. Et en fait, ça a été le FTX a été les coups de grâce. C'est-à-dire Le que dernier clou sur le cercueil, quoi. ouais, ça les a achevés. C'est-à-dire que là où ils ont été mis mal, ils disent on va se relever. FTX leur a mis le deuxième genou au sol et impossible de se relever. Donc on a vu beaucoup de gens et ça c'était aussi délicat, c'est que bah du coup bah forcément dans notre écosystème proche, beaucoup de mecs de la crypto. Donc j'ai vu beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup de ce qu'ils avaient construit pendant des années sur FTX. Qui ont aujourd'hui récupéré pour la même partie du poids, mais ouais, ça a détruit, ça a éloigné des gens, etc. Donc c'était plus difficile à vivre, même si ça t'impactait pas directement. Ouais, Les au niveau répercussions étaient, systémique, ça a été ouais, les catastrophique, ouais. répercussions étaient beaucoup plus importantes. Et même des boîtes, hein, tu vois, même beaucoup de boîtes de l'écosystème qui ont été quand même largement touchées. Après, moi, ce que j'ai pas aimé en revanche, c'est qu'il y a aussi beaucoup de boîtes qui ont communiqué sur les deux, hein, qui ont pas bien communiqué ou qui ont communiqué de manière erronée en disant qu'ils n'étaient pas impactés ou autres alors qu'elles l'étaient, tu vois. Quand nous, on a certaines informations qui sont pas forcément publiques ou autres que tu as et que tu as certaines boîtes qui voient que sont pas, à ce moment-là, bah, tu vois, tu dis rien ou tu fais preuve d'un peu de sobriété et qui communiquent, On a eu d'ailleurs, à la suite de l'affaire FTX, on a eu une vague de faillite ou de restructuration d'entreprise ouais, qui tout à fait. annonçait parce en fait, ils étaient exposés à FTX. Donc effectivement, ça, on l'a vu. Ouais. Donc ouais, ça m'a un peu plus dérangé, C'est vrai tu que vous, vois. vous aviez été assez transparent. En tout cas, je me rappelle à l'époque de Bah, Luna. après, déjà, si tu veux, Ouais, déjà, c'est plutôt c'est plutôt dans l'ADN et dans les valeurs. Et ouais, après, au-delà de ça, avec la position d'Owen et même la position qu'on a sur le stand, t'as pas trop le choix, tu vois. ouais. Parce que si à un moment donné, tu l'es pas et que ça se sait ou autre, bah après, t'es plus du tout crédible, tu vois. Et, donc, Dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi. On a une communauté importante qui vient de Multiversix ouais, dans le Web3. Moi, je suis assez impliqué dans cet écosystème. Tu étais venu à l'époque papoter un petit peu justement du sujet de la centralisation. Donc, on va pas revenir là-dessus. On peut retrouver l'échange et en plus, on n'a pas le temps. Peut-être, est-ce que quelle est ta vision aujourd'hui de Multiversix sans aucun filtre et ouais, bien sûr. d'un point de vue d'un gros staking provider, c'est ça le terme, hein, de Multiversix. Vous en êtes où aujourd'hui? Peut-être d'ailleurs juste en l'état, parce que je crois que vous commenciez petit à petit à laisser quelques nœuds pour décentraliser dans le cadre de la dernière mise à jour du staking. Vous en êtes où aujourd'hui? Et c'est quoi votre vision de l'écosystème Multiversix chez Meria? Et peut-être toi, Thibaut, si c'est un écosystème que tu suis un petit peu, je ne sais pas.
Ah ouais, alors on a commencé à bien déboucler. Alors je t'avoue, je sais pas exactement dans les chiffres où on en est, mais on est beaucoup moins, on a beaucoup moins de poids qu'on a pu en avoir par le passé. Euh, on est toujours extrêmement proche, naturellement, de leur écosystème. On a vu beaucoup de gens s'en éloigner, heureusement ou malheureusement. Ça permet de laisser au moins les gens qui sont plus engagés sur le produit. Je pense qu'à un moment donné, ils ont voulu peut-être faire un petit peu trop de choses. Et c'est peut-être ça qui les a un peu desservis, ou peut-être que du coup, c'était moins clair pour les gens. Et je pense qu'ils ont perdu du monde en cours de route à ce moment-là. Euh, alors, je sais pas à quel point c'est public aussi, mais en tout cas, j'ai l'impression parce qu'ils ont eu du mal à l'entendre, mais j'ai l'impression qu'ils l'ont entendu aujourd'hui et qu'ils sont quand même en train de se reconcentrer sur des verticales précises. Et on a l'exemple en plus, je pense, le bon exemple de Solana qui montre que de toute manière, ça sert à rien d'être 360. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur une verticale et tu peux performer sur une verticale. Donc, ça, ils l'ont bien compris. Ils sont en train de mettre en place des choses sur ça. Euh, J'attends de voir. Il y a des bonnes idées. Les mecs sont toujours aussi à fond. Donc, ça, j'ai pas de sujet sur leur engagement. Moi, à titre perso, je hold toujours. J'ai toujours mes tokens, et pour l'instant, j'ai pas suffisamment d'arguments pour m'en séparer. Donc je le garde. Je sais pas si on retrouvera un jour l'ATH ou le prix qu'on a pu connaître, mais en tout cas, je pense que cet écosystème a encore des choses à faire. Et j'espère qu'ils vont se retrouver. En tout cas, moi, les derniers échanges qu'on avait eus vraiment des sujets de fond sur ça, étaient plutôt intéressants. Maintenant, faut voir ce que ça peut donner. Moi, j'avais décroché à un moment donné, hein. J'avais décroché, ça partait dans plein de dans C'est quoi? plein de C'est le directions. rebranding, métaverse, ça t'avait Le, perdu? rebra- le rebranding m'a pas dérangé parce qu'au moment où ils l'ont fait, ils étaient dans une position où ils étaient quand même forts, et ils avaient peut-être, on peut se dire en tout cas à ce moment-là, les moyens de leur ambition, et en tout cas, c'était pas incohérent de rêver. Et Benjamin a cette vision qui fait que lui, de toute manière, tu pourras pas l'empêcher de voir très grand, de voir très loin. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est à un moment donné où, quand ça allait un peu moins bien, au lieu de poser et dire ça va moins bien, et de dire on assume, il y a des trucs qu'on a bien fait, des trucs qu'on a moins bien fait, c'est il s'est plutôt mis sur des phrases philosophiques ou sur une vision, et genre vous comprenez pas la vision, vous voyez pas aussi, etc., tu vois. Et peut-être, tu vois, mais Non, mais mais je pense que c'est intéressant. je Moi, pense qu'il y a un moment où il y a un mea culpa qui aurait pu être fait, et qui aurait pu être fait plus il est tôt. il est arrivé, alors à sa décharge. Alors moi, je suis pas tendre avec Benny, les gens le savent, mais il y a une chose est sûre, c'est qu'il y a eu un semblant de mea culpa à l'occasion de l'interview qu'il a donnée à Benjamin du Crypto Ouais. Daily, dans lequel il explique effectivement que peut-être notamment le compte à rebours, notamment certaines choses, s'il avait fallu le refaire, il l'aurait peut-être pas refaites. Et il a expliqué que ce ne sont pas des erreurs, mais des expérimentations, etc. Alors voilà, donc mea culpa, et en même temps, voilà. Donc c'est vrai que je peux comprendre que certains s'en soient un peu lassés. Bon, nouveau CMO, restructuration des différents corps produits en entité, on va dire, indépendante, levée de fonds sur certaines d'entre elles, Xmoney, Xportal, et il continue à travailler la tech sur la meta chain, donc vraiment sur la blockchain, et développement des sovereign chains en 2025, donc des espèces de app chain customisables. Voilà en gros les grosses nouvelles qu'on attend effectivement sur Multiversix. Euh, Clairement. Mais c'est ça. Mais voilà, mais maintenant, je pense qu'ils vont être beaucoup plus attendus. Tu vois, pendant un temps, ils étaient tellement en position de force que le fait d'annoncer des choses suffisait à hyper les gens. Maintenant, les annonces sont quand même moins d'impact, et les gens attendent un peu plus de voir ce qui se passe. Donc, voilà, je fais un peu plus partie de cela. Où, ok, vous annoncez des trucs, c'est bien. C'est bien d'ailleurs, la roadmap, elle est assez claire. Ils veulent faire des choses et tout. Maintenant, voir comment ça va se concrétiser. Mais voilà. Mais en tout cas, non, on est toujours proche d'eux. Après, il y a une multitude de choses. Donc, si tu veux, on suit beaucoup de choses différentes aussi. Il y a beaucoup de nouvelles narratives, etc. Donc, forcément, un peu moins qu'en tout cas, moi, à titre perso, un peu moins que j'ai pu suivre. Mais toujours un œil là-dessus, et j'ai toujours mon bac. Donc, j'espère que ça se passera bien, hein. on espère tous. Thibaut, merci beaucoup Merci à vous. pour cette interview. On a un petit peu